Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous du numéro de janvier des Grandes Questions, votre mensuel philosophique. C'est toujours au comptoir général, au lieu alternatif qu'est GEMAP dans le 10e arrondissement à Paris, que nous confrontons la parole des experts et celle des philosophes. Ce soir, nous allons débattre, dans la bonne humeur, je l'espère, de la tyrannie du sarcasme. Mais tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet avec le sommaire. Il est signé Alexandre Gamelin. On regarde. Le rire, c'est une affaire sérieuse dans laquelle, Michel Onfray nous le dit, il faut choisir son camp. On peut faire une histoire de la philosophie avec les philosophes rieurs et les philosophes qui n'aiment pas le rire. Bien sûr, il y a plusieurs façons de rire. Il y a de l'agressivité dans le rire, il y a de l'ironie, il y a du sarcasme, il y a une méchanceté. manière de dire, il y a de la méchanceté, mais il y a aussi de la joie. Pourtant, dans une société où le sarcasme est omniprésent, le rire ne devient-il pas un phénomène moutonnier qui étouffe la pensée? Autrement dit, le rire peut-il devenir dangereux pour la pensée? François Livonnet a son avis sur la question. Ces rieurs de l'espèce ricaneuse pensent guère. J'ai trouvé le moyen d'inverser la courbe du chômage. Mais quelle est la fonction du rire? Le rire est-il un contre-pouvoir? Le vrai métier que rêvent de faire les caricaturistes ou les gens qui donnent leur avis, c'est pas celui de député, celui de conseiller. Un allié du pouvoir? Les humoristes sont des agents du bien. Ou carrément une tyrannie? C'est un terrorisme où on ne peut plus dire, où on ne peut plus oser dire. Si le rire ne change pas le monde, il peut nous le rendre plus supportable. Alors, le rire soigne-t-il de la mélancolie? Est-il bon pour la santé? Qu'est-ce que je ris, qu'est-ce que je suis bien. Devrait-il être remboursé par la sécurité sociale? Compte tenu de l'état de nos finances publiques. Ah bon, d'accord, ok. Enfin, peut-il y avoir de l'ironie sans violence? Et les rieurs doivent-ils se poser la question de ceux qu'ils blessent en se moquant? Eh bien, pour Christine Boutin, pas forcément. Moi, en tout cas, ma perception de la caricature qu'on a fait de moi m'a fait avancer. Mais faut quand même pas exagérer. Il ne faut pas que ça dépasse certaines limites quand même. J'aime la gauloiserie, mais j'aime pas la vulgarité. Mais bon, face à la tragédie de l'existence, mieux vaut rire que pleurer. On ne choisit pas nos vies, mais nos façons de les affronter. Et maintenant, tous illustres fous, rions. Merci Alexandre. Alors on va commencer tout de suite avec vous, Michel Onfray. Michel Onfray, oui, parce que vous êtes nietzschéen. D'ailleurs, vous publiez là 2 nouveaux tomes de votre contre-histoire de la philosophie. C'est formidable, c'est monumental, c'est bon. Et puis en même temps, l'avant-dernier tome, enfin il y a un an, vous avez publié un Nietzsche. Un Nietzsche, parce que vous êtes nietzschéen d'ailleurs. Et Nietzsche, on peut dire, c'est presque le philosophe du rire. Oui. Il adore le rire. Oui. On peut faire une histoire de la philosophie avec les philosophes rieurs et les philosophes qui n'aiment pas le rire. Même les philosophes qui pourchassent le rire. On peut imaginer Et que- Nietzsche dit que les philosophes qui ne rient pas sont des mauvais philosophes. Oui, absolument. Il n'a pas tort, ceci dit. Spinoza ne riait pas forcément beaucoup, enfin, même s'il chantait la joie. Non, c'est vrai, mais de fait, la béatitude... Descartes la béatitude- ne riait pas. Oui, mais on peut ne pas être cartésien. Non, mais il y a un lignage qui va de Démocrite, je dirais, jusqu'à Foucault. Foucault qui revendiquait d'ailleurs le grand rire nietzschéen, et puis évidemment, passage obligé par Nietzsche, mais il y a Érasme aussi, dont on parle assez peu et que j'aime beaucoup. Il y a Montaigne, qui est un grand riard, comme lui disait. Et effectivement, Diogène, évidemment. Diogène, le premier d'entre eux, et en fait, on peut imaginer qu'il y a une espèce de vieille opposition dans la peinture entre Démocrite qui rit et Héraclite qui pleure. Et il y a 2 façons d'être au monde. Il y a ceux qui pleurent tout le temps, qui gênent, qui sont jamais contents. Et puis Démocrite qui est un rieur. Alors c'est pas forcément le sarcasme, c'est pas forcément la méchanceté. Il y a une vision du monde Oui, derrière le parce rire. qu'on peut rire et réfléchir, c'est ça. Théoriquement, ça devrait fonctionner comme ça. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On rit sans réfléchir. Parfois, certains réfléchissent et ne rient pas. L'intérêt, c'est l'assemblage, c'est l'association. Parce que je pense que le sarcasme, c'est le rire sans la pensée qui va avec. Et le rire, c'est le recul, quoi, c'est ça. Ça suppose qu'on ait des Un raisons. peu de rire. d'ironie, de recul sur C'est pas soi. la méchanceté, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a de la méchanceté chez Diogène, mais Diogène, il a de bonnes raisons philosophiques de rire. Chez certains, le rire n'est jamais que l'occasion de faire mal, de jouir de la souffrance, de ce que justement le Spinoza que vous aimez appelle les passions tristes. Donc le plaisir pris à la souffrance d'autrui. Ça, c'est pas le rire qui m'intéresse véritablement. Ce qui est intéressant dans le rire philosophique, c'est quand il détruit pour mieux construire. Aujourd'hui, on a des rires qui détruisent pour le plaisir de détruire sans jamais proposer rien à construire. Alors François Livonnet, vous pensez qu'on peut rire et réfléchir en même temps? Ah, sûrement. Bien que les rieurs aujourd'hui, en tout cas ces rieurs de l'espèce ricaneuse, pensent guère, mais on peut certainement rire et penser.
Mais le rire a plusieurs formes aussi. Il y a le rire franc et massif, qui est un rire réactif, puis il y a un rire qui peut être aussi un rire d'offensive, un rire d'attaque. Il y a un rire qui peut être aussi un rire de recul, d'écart. Il y a le sourire. Bon, et vous ne les aimez pas tous? Non, on Il y a peut les les bons et les mauvais hiérarchiser. rires. Hein, On ouais. peut les hiérarchiser. Il ne s'agit pas de condamner le rire purement réactif. Mais à votre question, est-ce qu'on peut à la fois rire et penser? On peut en effet essayer de distinguer entre des rires réfléchis ou qui invitent à réfléchir et des rires de pure réaction et de pure fantaisie. Géraldine Mühlmann, alors vous qui êtes philosophe et puis qui scrutez aussi la vie politique, hein, vous avez publié d'ailleurs une histoire des idées politiques. Qu'est-ce que vous pensez du rire dans la société? Où on a une société aujourd'hui qui, on voit très bien, on peut ricaner de tout, mais on n'a pas le droit de rire de tout. Hein, d'ailleurs, on va en parler dans cette émission. Je pense que le rire est ambivalent et impur par nature. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un magnifique objet philosophique. C'est pour ça aussi que certainement les grands philosophes ont pratiqué toutes les postures internes du rire. Il y a de l'agressivité dans le rire, il y a de l'ironie, il y a du sarcasme, il y a une manière de dire, il y a de la méchanceté, mais il y a aussi, c'est pour ça que c'est du rire et pas que de l'agression, de la joie. Par exemple, chez Nietzsche, il y a aussi cette envie de dire oui à la vie. Et le rire joyeux n'a à peu près rien à voir, a priori, avec le rire du sarcasme. Et pourtant, parfois, dans certains rires, il y a les deux. Et ce mélange est étonnant. Bon, je prendrai un exemple classique qui court dans toute l'histoire de la philosophie, qui est le rire de la servante de Thrace, sous l'Antiquité, qui riait à propos de Thalès, qui était un penseur qui avait le nez dans les étoiles et qui est tombé dans un trou. Et elle se bidonne. Elle rigole, elle lui dit à quoi ça sert de regarder les étoiles si vous tombez dans un trou. Ce qui est passionnant, c'est que ce rire est il y a plein de choses dedans. Il y a de la méchanceté, mais il y a peut-être aussi de l'affection. Attention, faites attention où vous marchez. Et finalement, dans l'histoire de la philosophie, il y a eu plusieurs interprétations de cette histoire. Vous avez eu des interprétations très méchantes. Le savoir est mauvais. L'interprétation chrétienne, par exemple, des gens comme Tertullien, et même chez Augustin, la curiosité est encore un vice. Donc la servante a bien raison de dire d'arrêter de penser, etc., d'arrêter de philosopher. Et puis vous avez eu des pensées qui ont dit il y a plusieurs sortes de théories. C'est l'excès de pensée, c'est une certaine pensée qui est moquée dans cette histoire. Mais restons tout de même des Thalès curieux. Donc vous voyez, un rire est compliqué, un rire est ambivalent et impur. Et je pense que les rires sociaux sont riches de plein de choses et que c'est le décryptage qui est passionnant. Ah, vous pensez qu'il est impur, le rire? Non, mais Géraldine a raison de rapporter cette anecdote, mais c'est aussi regarder le ciel des idées qui est critiqué dans l'aventure de la servante Thrace. C'est-à-dire qu'elle se moque du philosophe qui est capable de disserter sur les choses de l'esprit, sur les choses du ciel, et qui est incapable de comprendre quoi que ce soit au réel comme il est. C'est-à-dire il y a un trou, il tombe dedans. Le philosophe, il est peut-être très doué pour les histoires de ciel. La version méchante du rire. Non, c'est pas la version mais méchante. Il y a des Non, c'est pas la version tendres. méchante. C'est l'école de, c'est l'école d'Athènes, la peinture de Raphaël, où on voit Platon qui montre le ciel et puis Aristote qui montre la terre. Effectivement, il y a deux types de philosophes. Il y a des philosophes qui ne se soucient que du ciel, puis peut-être, comme Henri Guénaud, des gens qui ont le souci du réel. Et qui disent, mais c'est très facile de ne penser que la tête dans les étoiles, mais ceci dit, il y a aussi des trous au sol. C'est exactement. Et alors, mais il y a deux types de philosophes. Il y a des philosophes qui, effectivement, se moquent du sol, du réel, de la réalité, de la matérialité, et puis qui sont simplement la tête dans les étoiles, et puis ceux qui disent, mais attendez, il y a du réel. Et les philosophes, D'ailleurs, Hegel a dit, il y a le rire d'un côté et la réalité de l'autre. Hein. Absolument. Le contraire de rire, il dit, c'est pas la tristesse, c'est la réalité. Oui. Certains disent que c'est la servante, la philosophe. Eh ben, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Qui est le plus philosophe des deux? C'est la Mais la philosophie s'engueule depuis très longtemps autour de cette histoire, ce qui montre la richesse du rire tout de même. Mais parce qu'on choisit son camp, en choisissant Thalès ou en choisissant la servante. Alors, François Livenet, spécialiste mondial de l'homo comicus, hein, c'est le titre de son livre. Non, je crois que puisqu'on parle de cette anecdote de Thalès et le puits, je crois simplement que la servante n'est pas dupe. Mais est-ce que la servante et Thalès, ce sont deux personnes ou est-ce que c'est la même personne? Est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas... Est-ce que ce n'est pas la même personne? Est-ce que le rire, ici, n'invite pas une sorte de dédoublement? C'est-à-dire que d'une certaine façon, le philosophe a provoqué cette distance et c'est donc un rire fécond et c'est un rire philosophique. Ça ne me semble pas être une déconsidération du philosophe en la circonstance. Alors, Henri Guénaud, vous venez d'entendre nos trois philosophes. Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, député des Yvelines.
Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, après l'avoir entendu, vous qui avez peut-être souffert dans votre bureau de l'humour et des sarcasmes, c'est normal de toute façon, hein, quand on fait de la politique, si on n'accepte pas ça, il faut faire un autre métier. Hein. De trop et de pas assez de ciel. Je voulais juste faire une remarque à Michel Onfray à propos de Nietzsche. Moi, je ne suis pas nietzschéen, mais j'ai une passion pour Nietzsche. Et dire qu'il y a d'un côté le philosophe qui ne rit jamais, qui se plaint toujours du monde, et celui qui rit et qui est content du monde tel qu'il est. Mais Nietzsche n'est jamais content du monde tel qu'il est. Et son rire est un rire décapant, c'est-à-dire un rire qui ouvre la pensée, qui ouvre l'esprit, qui permet d'accueillir d'autres formes, d'autres manières de penser. Voilà, je trouve que c'est vrai que le rire a une multitude de significations. Il considère, lui, que le rire est libérateur. Oui, mais libérateur de la pensée. Ça ne veut pas dire son rire n'est pas un rire de satisfaction du monde tel qu'il est. C'est un oui total à la réalité, mais une réalité occultée par la culture, la civilisation, la morale, etc. Et donc il y a une... Il y a plusieurs Nietzsche, mais vous avez raison. Le dernier Nietzsche est celui qui rit parce qu'il veut souscrire au monde comme il est, parce qu'il dit, voilà, il y a un éternel retour des choses, on ne peut rien changer. Donc ça ne sert à rien de pleurer, de s'énerver en disant on devrait changer, il faudrait que ce soit mieux, il faudrait que ceci, il faudrait que cela. Nietzsche dit la seule solution, c'est d'adhérer au monde comme il est. Et Spinoza aussi, d'ailleurs, dit la même chose. En fait, cela dit, pardonnez-moi, il y a tout de même chez Nietzsche cette idée qu'il faudra un monde où nous inventions nos valeurs, ce qui veut bien dire qu'il faut encore le transformer. Oui, parce qu'il c'est pas seulement une pensée de la conservation du monde tel qu'il est, c'est un rire de transformation. C'est une pensée contradictoire, celle de Nietzsche. C'est-à-dire, elle évolue, elle avance, mais le dernier Nietzsche, l'homme du surhomme, la pensée du surhomme, je dirais, elle est une pensée de l'acquiescement au monde comme il est. Puisque ce que nous sommes en train de vivre sur ce plateau, nous l'avons déjà vécu un nombre incroyable de fois, et nous vivrons un nombre incroyable de fois, et dans les mêmes mots, dans les mêmes termes, exactement de la même manière. Ce que vous nous dites d'ailleurs dans votre livre, je crois que ça s'appelle le 6e tome de la contre-histoire de philosophie, ou le 7e, c'est que Nietzsche, il dit tout ça en souffrant de tous les maux. Hein, syphilis, herpès génital, enfin il a tout ce qui est... Non, mais c'est pour ça que vous avez raison tous les deux. C'est-à-dire d'abord c'est une pensée qui évolue, et puis ensuite c'est une pensée contradictoire. Donc une pensée qui évolue, et effectivement il n'a pas toujours dit ça, il le dit à la fin, une pensée contradictoire, vous avez raison, parce que d'une certaine manière, et comme chez Spinoza, et comme tout chez les philosophes qui nous disent qu'il n'y a pas de liberté, qu'il n'y a que de la nécessité, comment est-ce qu'on peut vouloir un autre monde si on nous dit que tout est déterminé? Si Nietzsche nous dit tout se répète, il n'y a aucune raison de vouloir un autre monde. Et il n'y a pas de raison de vouloir le surhomme, puisque le surhomme, il existe déjà, il a déjà existé, il existe et il existera toujours. On ne va pas faire l'anatomie de Nietzsche, mais ce sont les contradictions de Nietzsche, et c'est ce qu'il rend en même temps. Je peux juste faire je crois que c'est Camus qui disait de Nietzsche, c'est la philosophie nietzschéenne, c'est un oui total à une réalité totale. Mais ça ne veut pas dire qu'il accepte le monde tel qu'il est. Ça veut dire que il ne supporte pas justement que la morale, les conventions, les convenances l'empêchent d'adhérer à cette réalité. Et le rire est comme une façon de bousculer cette morale, ces conventions, cette société, qu'en réalité, c'est un cri, c'est un cri de révolte, c'est pas une... Oui, moi je trouve aussi qu'on ne peut pas rabattre Nietzsche, malgré les contradictions. C'est pas un contentement de soi et du monde. Il y a une colère aussi, il n'y a pas que du rire, il y a de la colère, il y a de la méchanceté au service d'autre chose. Et il y a ce rire, ce oui à la vie, je dirais un oui à la vie, mais pas un oui au monde. Il y a aussi un oui à l'invention. François Livonnet. Fati aime ton destin quand même. Il y a quelque chose de problématique, c'est déjà la coïncidence qu'on pose comme évidente entre la joie et le rire. C'est pas exactement la même chose. La joie peut ne pas être simplement dans le rire. Il peut y avoir une joie retenue. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, il y a toujours un paradoxe. Quand on oppose Démocrite et Héraclite, parce qu'Héraclite pleure, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas joyeux parce qu'il pleure. C'est autre chose. Moi, vous savez, je pense toujours à ces philosophes qui sont des philosophes de la joie et qui sont par ailleurs éminemment dépressifs, des gens absolument tristes. Je pense à Clément Rosset, par exemple, qui est un philosophe de la joie. Ça arrive parfois aussi chez les humoristes. D'ailleurs, on va voir comment ils sont. On va en voir maintenant parce qu'on va se demander maintenant, dans la deuxième partie de l'émission, si le rire est une tyrannie ou si c'est au contraire un contre-pouvoir. Et on va le voir avec deux écoles du rire, représentées par, d'un côté, Jean-François Kahn, notre polémiste national, qui va nous rejoindre, avec Bruno Gassio, qui est lui aussi humoriste et qui a fait les grandes heures des Guignols de l'info sur Canal+. Mais avant ça, Alexandre Gamelin va nous faire part de ses réflexions sur la question à sa manière. On regarde. Après Voltaire, après Zola, après Sartre,
Voici Bozo. Les comiques sont le nouveau contre-pouvoir. Qui d'autre qu'eux aurait le courage d'égratigner les puissants et de ramener les hommes de pouvoir à leur vraie place, celle de marionnettes gigotant dans un théâtre de guignols. François, j'ai trouvé le moyen d'inverser la courbe du chômage. Oh, c'est vrai? Oui, regarde. Là, le chômage monte, t'es d'accord? Oui. Hop, et là, il descend. Les comiques ne sont plus les bouffons du roi, ils sont devenus les Jean Moulin de la République. Jean-Michel Ribes l'a dit lui-même en théorisant le concept de rire de résistance. En démocratie, plus besoin de prendre le maquis pour résister, il suffit de rigoler. Bah, j'avais des potes politiques, mais bon... Mais résister à quoi exactement? Quel courage y a-t-il par exemple à faire rire des politiques quand on sait que le moyen le plus certain d'être impopulaire et voué aux gémonies de la foule est précisément d'accéder au pouvoir? Quel risque nos résistants modernes prennent-ils à railler le physique de tel ministre, les convictions religieuses de tel autre, ou l'affairisme présumé et non jugé de tel autre, à part celui de ne pas faire rire? Surtout, l'humoriste a un privilège inouï. L'intellectuel doit argumenter, le journaliste doit prouver la vérité de ses accusations, l'humoriste, lui, peut condamner et ridiculiser qui il veut, seuls les rires de la foule seront juges. Au revoir. Pour peu qu'il fasse rire, l'humoriste est sans contre-pouvoir, et tant pis pour ceux qui en seraient les cibles pas toujours justes. Et il faut reconnaître que clouer n'importe qui au pilori de la rigolade, avec la seule foule pour témoin et pour juge, c'est une conception assez comique du contre-pouvoir. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je vous signale que vous regardez les grandes questions qui est ce soir consacrées à la tyrannie du sarcasme. Alors, on va parler de ça tout de suite avec les deux experts qui viennent de nous rejoindre. Ben oui, experts en rire et en sarcasme. Je ne sais pas par lequel on commence. Bruno Gassio. Ça, c'était une vanne, ça, je pense. Bruno Gassio, alors, le rire, est-il une tyrannie ou un contre-pouvoir? Bien. Toutes les émissions où on est censé théoriser sur le rire sont absolument ridicules. Je pense que celle-ci n'y échappera pas. Donc, ah non, ça a bien commencé, attention. Oui, c'est ce que je vous dis. Alors, vous pensez que le niveau va baisser maintenant? Une tyrannie ou une... Je sais pas, c'est un réflexe le rire. On rit quand c'est drôle, quel que soit le sujet. Donc c'est un réflexe. C'est quelqu'un qui a la capacité à un moment donné de surprendre son auditoire en disant quelque chose comme ça. Et quelque chose se passe qui est du niveau des zygomatiques. Donc voilà, on se marre. Après, expliquer le pourquoi, il faudrait expliquer tout le contexte dans lequel ça se produit. On peut faire rire quelqu'un à un enterrement, celui de son père, parce que les gens qui sont là partagent les mêmes codes que vous et qu'on peut le faire. Vu de l'extérieur, on peut se dire, mais c'est atroce, ce type se moque de la mort de son propre père. Ben oui, mais là, dans le contexte, je pouvais. Donc il faut juste que le contexte soit clair. L'émission pour laquelle j'ai travaillé, et qui fait qu'aujourd'hui on traite d'experts, ça s'appelle Les Guignols. C'est marqué dessus. Les Guignols. On tacle principalement les personnalités politiques. Oui, mais c'est les personnalités politiques. Pas forcément. Là, on est dans le sarcasme. Non, c'est pas les personnalités politiques. Les personnalités politiques intervenaient pendant les temps électoraux plus que les autres, mais il y avait les footballeurs principalement, les gens de télévision, beaucoup. Énormément les gens de télévision, puisque c'est le seul moyen d'information. Donc nous, on caricaturait ce que les gens regardaient dans le poste, on traitait de l'information télévisée, pas de l'information elle-même. On n'a jamais amené un scoop, on n'a jamais fait ça. Simplement, on disait, la télévision dit telle chose, elle nous présente les choses sous cette forme-là, nous, on essaye de regarder s'il n'y a pas un autre angle. Parfois, on a réussi, parfois, on a raté, parfois, on a été injuste, parfois, on a été méchant, parfois, on a été pas drôle, et alors ? Il me semble aussi, parce qu'on parle à la fois d'un métier, donc vous parlez des ficelles d'un métier, ça ne se discute pas, vous êtes le seul ici à exercer ce métier. Mais la question du contre-pouvoir, il faut distinguer entre un rire, je dirais, des faibles et un rire des forts. Le rire qui est l'expression de la faiblesse, c'est le rire de la satire, on connaît, mais dans ces cas-là, on prend des risques. Il y a un combat, une lutte, et dans cette lutte, on peut laisser des plumes. Il y a aujourd'hui, moi c'est ce que je dénonce dans un certain humorisme, c'est un humorisme confortable, un humorisme des puissants. Oui, et qui va toujours dans la même direction. Qui va dans la même direction, et on est installé dans le pouvoir. Et la critique du pouvoir est une critique inoffensive, est une critique aseptisée. Après, on peut donner des leçons, parce que on a beau dire que quand on théorise, c'est pas drôle, sans doute, mais les humoristes sont les premiers à essayer de justifier et de donner à leur rire une sorte de puissance de subversion,
Ça me semble être quelque chose qui est à la limite de l'arnaque. Il y a même, oui, moi je suis tout à fait d'accord, mais ça va même au-delà de ça. Dans le sarcasme, qui est comment dirais-je, le truc court, enfin, faible, court, mécanique, et qui se généralise grâce à Internet. C'est le mauvais côté d'Internet, il y a aussi d'excellents côtés d'Internet, par le tweet. Le paradoxe, c'est qu'on peut dire c'est une libération. Le rire est une libération. On sera toujours d'accord pour dire c'est un élément formidable. Et c'est une libération. D'ailleurs, même en dehors de la politique, on se libère soi-même pour le rire. L'éclat de rire est une formidable libération. Molière, quand il fait rire tous les gens qui sont dans la salle, tout à coup, il se libère par ce rire. Et même le rire salace, ce rire cochon, on dit quelque chose, j'aurais pas dire, machin, il ose dire, on se libère. Mais en revanche, tout ce sarcasme-là, en particulier sur Internet, etc., du coup, on n'ose plus rien. Parce que le type qui dit quelque chose d'un peu dérangeant, il dit qu'il est sur la Syrie, qu'il n'est pas d'accord avec ou sur les Libyes, qu'il ne fallait pas intervenir, ou sur la n'importe quoi. Aussitôt, vous avez comme des piranhas, des trucs de 2 lignes terribles, qui prennent simplement, qui hors du contexte ce qu'il a dit, et qui le tuent, et qui le tuent, et qui le tuent. Et donc, du coup, c'est l'inverse. C'est un terrorisme où on ne peut plus dire, où on ne peut plus oser dire. Et lorsque vous sortez de l'idée générale de ce qu'on a le droit de dire, si vous sortez de ce qu'on a le droit de dire, vous avez à ce moment-là un déchaînement de balles qui sont des sarcasmes sur Internet qui fait qu'on vous tue et que vous n'osez plus. Donc là, il y a un paradoxe. Là, à ce niveau-là, Jean-François, on vient à ma formule de tout à l'heure, qui n'est pas de moi d'ailleurs, mais on peut aujourd'hui ricaner de tout, on n'a pas le droit de rire de tout. C'est bien ça, Michel Onfray. Oui, donc il y a un tas de choses sur lesquelles on n'a pas le droit de rire, on le sait bien. Oui, par exemple les sketchs de Pierre Desproges, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça me paraît, non mais ça me paraît, ne créerait pas d'énormes polémiques. Oui. Quand Patrick Timsit fait un sketch que je trouve très drôle sur les handicapés, et que effectivement tout le monde dit mais c'est inadmissible ce genre de choses. C'est pas un sketch sur les handicapés. Pardon ? C'est pas un sketch sur les handicapés, c'est moi qui l'ai écrit, c'est pour ça que je... Oui, c'est comme les crevettes, vous pouvez préciser, alors Bruno Gassier, qui est l'auteur de ce sketch. C'est vachement important ce que vous dites. Pourquoi vous le prenez Parce que tout le monde dit, non je le prends pas mal, j'essaie de corriger un philosophe, ce qui ne va pas m'arriver souvent dans ma vie, permettez-moi de prendre ce pouvoir, ce plaisir surtout. C'est un sketch sur un garagiste, chirurgien, qui se comporte, non, mais c'est devenu un sketch contre les handicapés. Le présenter de cette façon-là, c'est insupportable. On dit, mais comment il a fait un sketch contre les handicapés? Non, c'est une phrase dans un sketch où on se disait, si un chirurgien se comportait comme un garagiste, il dirait probablement à quelqu'un qui est là, on a changé les poumons de votre fille, elle ne sera pas prête, ils sont à 4 dessus, on va le faire à midi, on les a récupérés sur un Mongolien. Ça sert à ça, les Mongoliens, par la tête, tout le reste est bon, quoi. Enfin bon. C'est quand même un peu ce que je disais. On n'est pas d'accord. Pas du tout. Ah non. Vous avez commencé à dire ce sketch sur les handicapés. Oui, parce qu'on va vite. Là. Je veux dire, le problème, c'était pas de rappeler le sketch, mais simplement de dire qu'il a eu un rappelant, je vais encore avoir un procès. Non, mais parce que tout le monde. Non, parce que là, on était typiquement dans l'humour noir. Parce que tout le monde. C'est de l'humour noir. Parce que tout le monde le connaît. Inoffensif de cette histoire, c'est que Timsit ensuite a fait amende honorable publiquement et a participé à monter une association de défense. Nous sommes vraiment dans le caractère inoffensif, à savoir que d'un côté, on pratique une dérision pour simplement avoir du succès, au sens le plus élémentaire du terme, et d'un autre côté, on se rachète moralement en devenant quelqu'un de bien, c'est-à-dire en prenant la tête. C'est parce que vous n'avez pas vécu les manifestations devant le tribunal avec que des Mongoliens, avec des pancartes, Timsit en prison. C'est un truc risible. Le problème, c'est la symétrie. Si on veut maintenir une perpétuelle symétrie, on arrivera à ce moralisme qui, pour moi, me semble absolument désolant. C'est que l'humour... Vous avez raison, mais si vous voulez me dire que c'est plus facile de rire en France qu'en Algérie, en Russie, en Chine, en Tunisie aujourd'hui ou en Syrie... C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'au bout du compte, les humoristes sont des agents du bien. C'est même pas sûr. Et le fait d'être des agents du bien, c'est-à-dire des agents d'un combat moral, c'est quelque chose qui me dérange. Et c'en est un exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le bien et le mal. Ça veut dire que de nous faire un catéchisme permanent à travers les sketchs, à travers l'humour, voire même le sarcasme, c'est quelque chose qui est pesant. Il y a une pesanteur morale qui me fatigue. Voilà. Henri Guénaud, alors comment on réagit quand on est de l'autre côté de la barrière là hein vous rigoliez avec Nicolas Sarkozy, n'a pas un sens de l'humour très développé, enfin, c'est connu, mais vous étiez là en train de rire, de vous marrer quand vous... Le même mec qui a 1 an et demi le défendait. Le même. Mettez-lui une tarte, profitez, vous êtes à côté. Donc ça m'est arrivé de rire de sarcasme qui nous était adressé ou à lui ou à moi. Ce qui me fait moins rire ou sourire,
c'est quand le rire devient soit l'expression ultime du populisme, soit l'expression ultime du conformisme politiquement correct. Alors vous sont les deux écueils. Les deux. Alors, oui, populisme, c'est quoi? deux écueils, mais c'était le sujet de la conversation précédente. Oui. C'est quoi Stéphane Guillon? Pour faire rire, il faut partager les codes de tout le monde. Il faut que tout le monde comprenne. Il faut que ça il y a un écho. Donc cet écho, vous le trouvez soit dans le conformisme et le politiquement correct. À ce moment-là, vous êtes l'agent du bien. Soit dans le populisme. À ce moment-là, il est peut-être plus subversif. Mais enfin, c'est une autre forme de bien. Et il conduit à une vision très, très manichéenne du monde. Mais dans les deux cas, c'est quelque chose, moi, qui ne me fait pas sourire. Voilà. Donc, il appartient aussi à chacun, et en particulier aux humoristes, bien sûr, de libérer le rire. C'est vrai, il y a la première caractéristique d'une société totalitaire, c'est qu'on vous interdit de rire. Alors, ça ne vous empêche pas de rire chez vous, mais on vous interdit de rire. Donc, c'est un refuge. Une formule, ça parce qu'on peut pas. On peut pas, non, bien sûr, mais on peut rien interdire totalement. Il n'empêche que la société totalitaire est celle qui fait quand Sartre disait on n'a jamais été aussi libre sous l'occupation, ça voulait dire ça. Oui, bien sûr. C'est là vraiment le rire. Non, mais alors là, oui, peut-être un petit point d'histoire. Michel Onfray, parce que oui, non, mais là, on est en plein dans son dernier bouquin. Là, il riait, Sartre. Ah non, pas du tout. Quand il disait on n'a jamais été aussi libre sous l'occupation. Ça, c'est le grand malentendu. C'est-à-dire Sartre qui a écrit dans les journaux de la collaboration, dans Comédia en 41, dans Comédia en 44, qui est l'auteur de l'année 43, l'année de la publication de L'être et le néant, Simone de Beauvoir qui a travaillé à Radio Vichy en 1944, ne sont pas des drôles, ce sont des gens qui ne savent pas rire. Et quand il dit on n'a jamais été autant libre que sous l'occupation allemande, c'est bien la preuve que la liberté dont il entretient dans L'être et le néant, c'est pas la liberté politique, ce qu'on appelle la liberté ontologique, c'est-à-dire le pouvoir de choisir. Et quand il dit mais de toute façon qu'on soit sous un régime fasciste ou en démocratie, ça ne compte pour rien puisque l'important c'est la liberté ontologique. Sous-entendu, on peut effectivement continuer à vivre sous l'occupation nazie puisqu'il dit même que les officiers nazis, voire une situation d'eux, sont des gens plutôt sympathiques, qui laissent leur place dans les bus et qui sont des individus avec lesquels on peut bien s'entendre. C'est quand même ça, Sartre, la vérité, et pas la légende racontée par Sartre. Enfin, vous aimez beaucoup Simone de Beauvoir, quand même. Non, je dis que le deuxième sexe est un grand livre, mais que par ailleurs, elle écrit la légende d'un Sartre et qu'on n'en a pas besoin. Non, mais il ne reste que le livre. Sur la question du l'humour. C'est qu'il ne reste que le rire, c'est ça que je voulais dire. Dans des régimes de dictature, le rire est fondamental, il ne reste que ça. Oui, non, mais la fonction du rire, c'est parce qu'on dit est-ce qu'on peut rire avec, etc. Enfin, on connaît de tout. La question, c'est quoi la finalité du rire? On rit pourquoi? Donc de fait, il y a des gens qui rient pour faire carrière, pour le business, pour occuper une place médiatique qu'ils utiliseront, etc., etc. Et puis il y a des gens qui utilisent le rire parce qu'ils se proposent une fin. C'est pour ça que j'ai lu attentivement le livre de François. Moi j'aime bien Guy Bedos, parce que Guy Bedos, il rit pour des raisons particulières. C'est pas la même chose, Nicolas et Guy. C'est-à-dire l'un et l'autre ne proposent pas la même chose, même si leur rire peut parfois être semblable. Il y en a un qui débouche sur l'unilisme de son époque, et il le dit régulièrement, voilà. Et puis l'autre, Guy, qui lui, en amont, avait une proposition politique à faire. Il utilisait un rire pour produire un effet politique. Ouais. Ceci dit, on sait bien que le rire est une fête, et que la fête a toujours eu, comme le carnaval, une fonction contre-révolutionnaire. Pourquoi est-ce que l'Église laissait la fête de l'âne et permettait, par exemple, une espèce de délire pendant toute une journée où on rentrait habillé en évêque, à cheval de travers sur... Oui, non, mais c'est ça le problème. J'entends bien. Moi, je pense que de tout ce qu'on dit, c'est la fête le problème. Juste pour finir, je veux dire que quand on permettait ça, c'était pourquoi? Parce que le lendemain, on repartait au boulot. Le propre du carnaval, c'était que effectivement, on permettait le désordre parce que le lendemain, l'ordre revenait et que c'était parfait. Et aujourd'hui, le sarcasme laisse l'ordre intact. Mais des dictatures ont interdit des carnavals où très vite, cette espèce de dérision se retournait contre le pouvoir, assez ambivalent. Oui. Non, mais dans les sociétés démocratiques, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire on laisse rire, parce que cause toujours tu m'intéresses, demain ça continue, on ne touche pas au capital, et il y a d'autres individus qui, eux, font de l'humour pour autre chose que pour divertir, que pour salir, que pour faire fonctionner le sarcasme. Effectivement, on peut avoir une visée politique, c'est ce que Jean-Michel Ribes appelle le rire de résistance. Effectivement, c'est intéressant de dire rire de quoi?
Rire de sarcasme, rire de résistance, rire conformiste, rire médiatique. Il faut dire à quoi ça sert et pourquoi ça sert. Moi, je défendrai le rire politique et les guignols, ça a été extraordinaire, c'est toujours extraordinaire sur le terrain politique parce que effectivement, ça dénude. Et encore, et Canal+ aujourd'hui fait des choses extraordinaires. Sur cette guerre au Mali, quand on s'en vient nous montrer des individus qui, plutôt que de dire on s'en va défendre les intérêts que la France a au Niger avec l'uranium, etc., on ne va pas dire ce genre de choses-là. Évidemment, on va aller casser la figure à des musulmans, il ne faut pas le dire non plus. Terrorisme. Et quand on entend 5 ministres qui viennent nous dire terrorisme, 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 qu'on coupe, et que les ministres, on prend le propos qu'à chaque fois ils sont en train de parler de terrorisme, que 15 fois de suite on les entend tous dire la même chose, c'est drôle. C'est extrêmement drôle, mais c'est terrible, parce que c'est vrai, parce que c'est une leçon de philosophie politique. Quand l'humour est l'occasion de faire de la philosophie autrement, et qu'on peut faire de la politique avec l'humour, c'est extraordinaire. Et bravo. Parce que cet humour met en avant les éléments de langage des politiques. Ben là, par exemple, c'est très drôle. C'est-à-dire quand on dit, regardez, tous ces gens sont des guignols, pourquoi? Justement parce qu'ils nous tiennent un discours, mais quand vous allez voir les éléments de langage dans le discours, vous voyez quel faux comique a donné les éléments de langage pour essayer de faire passer cette idée. Le problème, après, c'est le discrédit. Ils sont tous discréditables et discrédités, les hommes politiques, ça me paraît normal. Mais tous les grands livres de résistance dans la littérature, tous les grands livres de vraie résistance ont été les livres d'humour, de la satire manipée à Victor Hugo, les châtiments. Les châtiments, c'est sans arrêt, il y a des jeux de mots, mais pour quelque chose. Des calembours, des trucs extrêmes. Mais avec quel risque? Et avec quel rythme? Voilà. L'humour a toujours été un élément fondamental. J'aimerais là maintenant que Géraldine Mühlmann défende la fête, parce qu'elle nous a parlé du rire de fête. Personne n'en a parlé. Allez, la fête. C'est vrai pas, voilà, il y a une opposition là qui il n'y a plus de fête. Mais qui en même temps se trouve dans notre conversation entre rire et sarcasme. Il ne faudrait pas dire qu'on peut pratiquer le sarcasme sur un tas de choses. Alors qu'on ne peut pas en rire. C'est pas vrai. Je pense que le sarcasme et le rire, d'abord, ont des liens compliqués. Il y a souvent du sarcasme dans le rire, y compris chez les auteurs que vous avez évoqués, y compris dans les dictatures et le rire de résistance. Ils utilisent aussi un peu le sarcasme. Et quand il y a des interdits, parce qu'il y a des interdits, des choses dont on ne peut pas rire, on ne peut pas non plus ricaner dessus. Je crois que les interdits sont les mêmes. En revanche, la différence, c'est que dans le rire, il y a autre chose. C'est-à-dire qu'il y a du sarcasme parfois un peu, mais il y a autre chose. Et il y a notamment cet élément qu'on évoquait tout à l'heure, une forme de joie. Enfin, moi j'appellerais ça la déconnade. Voilà. C'est cet élément qu'il y avait dans certains sketchs de Coluche, qui fait que Coluche était très sarcastique parfois, très méchant, mais il était capable aussi de faire des sketchs. On riait, c'était irrésistible et on ne pouvait pas dire vraiment contre qui il était méchant. C'était un rire de situation, souvent. Bon, je pense à un sketch. Bon, moi, il m'a beaucoup fait rire à l'époque. Je ne suis pas Coluche, mais quand il racontait, vous savez, s'il y avait une pub de lessive où on montrait à la télévision qu'on faisait des nœuds, dans le linge, et puis que ce produit extraordinaire permettait de pénétrer dans le linge et d'enlever la tache, même s'il y avait des nœuds. Voilà. Plus blanc que blanc. Voilà. Alors regardez ça, c'est un peu la société consommation là en fait, et les conneries de la publicité qui nous décrivait. Et il raconte ça très bien. Alors vous faites des nœuds le dimanche, toute la journée vous faites vos nœuds, puis vous faites la lessive le dimanche soir, et après il vous reste toute la semaine pour défaire les nœuds. Et c'est vrai que c'était un sketch inclassable, si vous voulez, parce que là il n'est pas en train d'attaquer un politique, il n'est pas en train de faire du sarcasme, du ricanement méchant, il n'est pas non plus en train de ricaner méchamment sur tel publicitaire, etc., qui passe à la télé ou que sais-je. Il fait un rire qui est proche de l'absurde, un rire qui a à voir avec la situation, un rire festif, à mon avis, un rire joyeux. Et parfois, dans ceux qui rient aujourd'hui et qui peuvent nous agacer parce qu'ils sont dans le sombre systématiquement, dans le sarcasme peut-être un peu facile, et au fond, ils ne sont pas drôles, c'est souvent qu'il leur manque cette dimension-là. Oui, parce que le sarcasme est toujours réactionnaire. Le sarcasme pur, il est forcément réactionnaire. Parce qu'il incite à dire tout pareil, rien n'a de sens, aucune cause ne vale qu'on se batte pour elle, aucune finalité ne tient debout. C'est ça le sarcasme. Donc il y a forcément quelque chose de réactionnaire. Alors que l'humour, oui, l'humour peut pas. Le rire qui s'effectue à nos dépens. Oui. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on trouve les choses très drôles, et puis quand elles nous concernent, on les trouve moins drôles. Non, mais regardez tous les comiques, quand vous commencez à faire du comique sur les comiques, ils sont pas drôles du tout, ils n'aiment pas beaucoup. Non, ils n'aiment pas du tout. Il y en a pas beaucoup qui aiment qu'on se moque d'eux, et c'est là qu'on s'aperçoit que peut-être la distinction, c'est le rire, c'est quand ça concerne autrui, le sarcasme, c'est quand ça me concerne, ou quand ça concerne ceux que j'aime. Les handicapés dont je parlais tout à l'heure, les juifs... C'est pas les handicapés. Attendez, pardon. Ça blesse ou pas. Voilà. Excusez-moi, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que, prenons par exemple la difficulté de rire sur la religion en France. C'est devenu très compliqué. Dieu sait qu'elle n'a pas... Bon, terrible. Tous les livres qui ont été parus, qui ont été des succès internationaux dans les pays anglo-saxons, des millions d'exemplaires,
et qui, traduit en français, la presse n'en a pas parlé, ça a été des bites, on ne peut pas rire de ça. Pourquoi? Parce qu'on blesse des croyances. Mais on blesse toujours des croyances. C'est-à-dire que, tu as raison, il ne faut pas blesser, mais en même temps, tout le monde se sent blessé. Un croyant se sent blessé, un musulman se sent blessé, un homosexuel se sent blessé. On fait plus d'humour sur les... Attention, Jean-François Kahn. On fait plus d'humour sur les chrétiens que sur les autres, quand même. Mais chrétiens, oui, quand même. Mais tout le monde se sent blessé par rapport à sa croyance. Le problème est de savoir, est-ce qu'on a le droit ou pas de blesser une croyance, de blesser une certitude, de blesser une foi. Si on n'a pas le droit... faut arrêter de déconner, ça veut dire qu'on ne peut plus rire, qu'on ne peut plus... On a le droit, personne ne nous l'a interdit. Non mais c'est quoi blesser? C'est quoi blesser? Je veux dire que quand Guillon fait son sketch sur Strauss-Kahn, et ça peut blesser quelqu'un, mais il dit la vérité. Non mais il dit ça. Tout le monde s'est aperçu ensuite que c'était la vérité. À chaque fois qu'on gueule contre une blague anti-religieuse, le type dit « J'étais profondément blessé dans ma croyance ». Les gens sont blessés par la vérité. Ils sont blessés par la vérité. Il faut aussi avec cette arnaque qui consiste à dire on se moque de la religion et pas des religieux. Exemple, les Charlie Hebdo sur le Mahomet, les caricatures, bon, ils assument. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit très drôle, mais bon, ça me regarde. En rien, je suis pour la censure ni les ennuis juridiques, mais enfin, on a le droit de penser ce qu'on pense. Mais c'est vrai que j'en ai marre de l'argument. Oui, c'est Mahomet, c'est la religion. Ça n'est en rien les musulmans. La vérité, c'est que vous venez de le dire. Et je voudrais qu'on assume que dans ce cas-là, on blesse des gens. On est obligé de qui ne sont d'ailleurs pas toujours en situation de force dans une société. Un mot d'Henri Guénaud. Oui, même 3. Trois oui, 3. C'est beaucoup, là, parce qu'il y a la suite. D'abord, on peut disserter comme ça pour expliquer que la question de la parole blessante ou de la blessure n'a aucune importance, parce que sinon, on ne peut rien dire. Pardon, je pense que c'est une question de morale personnelle et de conscience. Nous avons tous toujours à nous poser la question de savoir si ce que nous faisons est ou non blessant pour les autres. Après, on a parfaitement le droit de le faire dans une démocratie, mais enfin, c'est pas pour ça que c'est moralement acceptable. Voilà, vous avez le droit de jamais vous poser cette question. Moi, je me la pose tout le temps. On s'est posé tous les matins et on s'est dit, c'est pas grave, il assumera. Non, vous pouvez dire, à un moment, c'est pas grave, parce que vous avez de bonnes raisons. Mais vous ne pouvez pas. L'humour blesse, c'est ça qu'on veut dire. Oui, mais ça c'est facile. Ça veut dire que c'est facile. Ça veut dire je suis pas d'accord. S'il blesse un enfant, on peut se dire cet enfant n'a rien demandé. S'il blesse M. Guénaud, si l'humour qu'on fait blesse M. Guénaud, ça ne me pose aucun problème. Il est assez grand pour se défendre. Oui, mais ça dépend à quoi vous vous attaquez. Ah bah oui, personne ne s'attachera jamais, en tout cas du côté des Guignols, à votre vie privée, à des choses. Voilà, donc c'est une question. Ce que vous racontez, la façon dont vous le présentez, on va s'en moquer. La seule chose, ce que je veux dire, c'est on ne peut pas dire, écoutez, moi je peux tout me permettre et ça ne peut poser aucun problème moral, c'est parfaitement légitime. Vous pouvez le faire, c'est pas toujours parfaitement légitime. Voilà. On n'a jamais fait ça. Deuxième remarque. Je voudrais faire deux remarques ensuite. Il y a l'humoriste et il y a l'homme politique. La parole de l'homme politique, elle n'obéit pas aux mêmes exigences que celle d'une humoriste parce qu'elle n'a pas la même portée et elle n'a pas les mêmes conséquences. Donc on peut avoir des hommes politiques qui sont très tristes et des humoristes très marrants. Il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble. C'est une nécessité de la société parce qu'on peut pas se passer d'humoriste. On pourra difficilement se passer d'hommes politiques qui essaient de prendre en charge les problèmes de la société. Enfin, troisièmement, la discussion sur la fête était assez intéressante parce que, là encore, de quoi parle-t-on? Vous avez parlé du carnaval, mais la fête, à l'origine, le carnaval, c'est pas du tout un moment de libération, un moment de joie, d'explosion de joie. C'est pas ça. Non, c'est un moment de libération de l'instinct. Oui. À l'origine. Ça produit de la joie, quand même. Alors, je sais que vous, pour vous, instinct égale joie. Non, mais ça peut en produire. Mais ce sont des moments de libération de l'instinct, souvent extraordinairement tragiques, dans laquelle il y a beaucoup de victimes, parce qu'il n'y a plus d'ordre. Mais c'est vrai, c'est une parenthèse dans l'ordre. Enfin, tout n'est pas le pogrom. Non. C'est pas toutes les fêtes et les carnavals. Le carnaval, à l'origine, est une fête de libération des instincts. Il n'y a plus d'ordre. Il y a encore des carnavals à Nice ou à Rio, ça se passe bien. Mais ça n'a plus rien à voir. Ne jouons pas les savants, mais le carnaval, ça a d'abord un sens religieux. Oui, c'est lever la viande. Absolument. Au sens propre du terme. Donc ça correspond au carême. Mais à l'origine, ça existait bien avant le carême. Le carnaval, étymologiquement. Ça existait bien avant. Et d'ailleurs, le roi du carnaval, dans beaucoup de sociétés, on l'exécute à la fin de la journée. Oui. Donc c'est pas une explosion de dire voilà, c'est la libération de l'instinct et c'est pas forcément une libération de joie. Ça a pris un sens très affadi aujourd'hui.
qui est un petit peu différent, mais ne rêvons pas non plus à l'excès sur la beauté de la fête. Voilà, il faut savoir de quoi on parle. Dans ce qui vient d'être dit, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois une réflexion sur la liberté d'expression. Est-ce qu'une liberté d'expression qui ne se donne pas des règles ne finit pas par s'asphyxier elle-même? Bon, c'est la question qui se pose. Non, mais c'est une réflexion générale. C'est une réflexion générale. C'est Lichtenberg qui disait que la liberté, c'est la solution la plus facile. La liberté d'expression, c'est souvent la solution la plus facile lorsqu'on est confronté à sa propre responsabilité. Mais l'autre problème qui se pose, c'est quand on parle d'une opposition entre un rire de résistance et un rire de collaboration, c'est quand même extrêmement facile. Parce que les pseudo-résistants sont du côté du pouvoir, sont du côté des puissants. Par conséquent, je ne vois pas quelle résistance il y a. C'est l'ambiguïté du mot même d'impertinence. Mais quelqu'un qui vous fait rire pour de vrai en France? Oui, il y a des gens qui me font rire. On en parlera après. Attendez, là, je peux continuer. Ça va, tous sont mis du côté de la collaboration, en fait. Je dis que lorsque Jean-Michel Ribes parle d'humour de résistance, parlant de lui-même et de son groupe, je trouve que c'est quelque chose d'un peu suspect, parce que nous sommes dans une forme de rire installé, où il suffit de brandir quelques grands motifs, par exemple l'antiracisme, qui tient lieu de pensée. L'antiracisme, c'est une vertu, ça n'est pas une pensée politique. Et par conséquent, en effet, cette forme d'humour intégré, au sens où les situationnistes parlaient de critique intégrée, me semble être en effet sans effet. Est-ce que vous avez identifié, vous, quelque chose contre laquelle on devrait résister aujourd'hui? Mais on peut d'abord résister contre la connerie et contre l'arnaque intellectuelle, qui consiste à nous faire croire que les humoristes sont des critiques, qui consiste à nous faire croire qu'ils sont des intellectuels. Il faut vous dire que la connerie est une cible extrêmement large. C'est une cible large et qu'on s'y mette tous, et qu'il n'y ait pas un monopole. Qu'on aille sur toutes les convols en escadrille, disait l'autre. On peut aller de Pierre Palmade, qui est plutôt dans l'humour de situation quotidien, sociétal, à Dieudonné, qui est plutôt dans la critique très dure, justement des clichés auxquels on ne peut pas s'attaquer aujourd'hui. Est-ce que dans cet éventail, au milieu, il y a des gens qui vous agréent? Parce que j'ai l'impression, moi, François Rollin est très drôle. François Rollin me fait rire. Très bien, dans un style du Vous me donnez un exemple. Je vous le donne. Simplement, les rieurs de résistance sont aussi résistants qu'ils sont collaborateurs. Résister contre toi? Contre quoi? C'est pas moi qui ai inventé cette expression. C'est une expression qui a Bruno été évoquée tout à l'heure. Jean-François Kahn, vous restez avec nous. On va parler maintenant du rire, de la science, de la médecine. Un grand journaliste américain, Norman Cousins, il y a des années, s'était entendu dire par son médecin qu'il avait un cancer et qu'il n'en avait plus pour très longtemps. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de rire, et cette cure de rire apparemment lui a réussi. Alors on va voir si c'est vrai. Avant d'accueillir sur le plateau le grand biologiste Jean-Didier Vincent, spécialiste du cerveau, Alexandre Gamelin va essayer de répondre à cette question à sa manière. On regarde. Tous les thérapeutes et mal-de-vivrologues vous le diront, le rire est bon pour la santé. Rire diminue les risques de maladies cardiovasculaires, dope le système immunitaire et réduit le stress. Bref, le rire nous fait du bien. Quant à la dépression, n'en parlons pas, le rire serait la future façon de chasser la mélancolie et la dépression. Mais justement, c'est là qu'il y a un paradoxe. Le rire est-il si bon que cela pour notre santé mentale? Bah oui, jamais les humoristes n'ont été aussi à la mode, mais dans le même temps, jamais le moral des Français n'a été aussi bas, et jamais la consommation d'antidépresseurs n'a été aussi importante. Mon diagnostic, alors qu'est-ce qu'il a celui-là? Oh putain, mauvaise mine. Ok, alors mettez-lui du liquide transparent dans la poche qui pendouille. Rire nous fait peut-être du bien, mais apparemment, les comiques nous dépriment. Ensuite, vous lui donnerez des cachets. On s'empresse de rire de tout, sur tout, avec tout le monde et partout, mais dans un monde où tout est risible, tout devient dérisoire. Il n'y a plus de place pour l'absolu dans un monde dirigé par l'ironie, et un monde si dérisoire, un mauvais jour, ça peut donner envie de prendre une boîte de médicaments, non sans avoir accroché son cou à une corde. On exagère un peu, mais c'est pour de rire. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous signale que vous regardez les grandes questions où nous confrontons la parole des experts à celle des philosophes. Et ce soir, nous parlons de la tyrannie du sarcasme avec Jean-Didier Vincent qui vient de nous rejoindre. Alors, grand biologiste, auteur du Cerveau sur mesure, aux éditions Odile Jacob. Alors, la question toute simple, on va la poser, professeur. Le rire rend-il heureux? Heureux soit-il?
Le rire est une grande émotion, c'est la forme supérieure de l'émotion, c'est une secousse du corps, c'est une secousse du cerveau. Il n'y a que l'homme qui rit, ce qui fait que ça donne au rire un statut vous êtes sûr parce que vous voyez pas des, non, le rire du chimpanzé, le rire de la hyène, c'est mécanique, c'est une expression du visage dont on ne connaît pas la signification comportementale d'ailleurs. Mais le rire, ça apparaît avec le développement du cerveau de l'homme qui est passe pour la plus intelligente des bêtes. Le nouveau-né, il rit très vite. Déjà, enfin, ça vient tout de suite, le rire. Le sourire. On passe du sourire au rire. Oui. Le sourire, c'est une émotion fondamentale, c'est le sourire du bébé quand il arrive au monde. Il rigole déjà quand il est dans le cœur, il sourit à sa mère, d'abord elle ne sait pas ce qu'il veut dire, puis après elle apprend ce que c'est qu'un sourire, parce qu'elle se met à sourire et elle éprouve dans son corps le sourire. Le propre d'une émotion, c'est d'être vécu à la surface du corps et à l'intérieur du corps. Donc c'est un indice qui est donné sur le corps. Alors le rire, c'est un indice supérieur, et l'homme qui rit, il est dans une situation... Vous n'avez pas beaucoup parlé des philosophes de Bergson, qui a écrit un livre magique sur le rire, hein, parce que c'est pour lui... toi tu critiques tout le monde en philosophie. Non, dans la contre-histoire de la philosophie, il y a un passage sur... Bergson en aime bien les neurobiologistes, parce qu'il a presque tout compris. A fait la démonstration que la fameuse formule qu'on répète en permanence, le rire c'est du mécanique plaqué sur du vivant, elle est fausse, c'est le vivant plaqué sur du mécanique qui est drôle. Oui, mais c'est une échappée intellectuelle dans le cerveau. Je ne suis pas contre Bergson. Vous avez raison. Je dis juste qu'on peut dire que Bergson se trompe, qu'on enseigne depuis toujours qu'il y a du mécanique sur du vivant, c'est très exactement l'inverse. On a l'impression qu'il n'a pas relu ses... C'est le seul qui prend le rire au sérieux, si vous voulez. C'est du vivant plaqué sur du mécanique. Ça ne peut jamais passer, c'était quelque chose. Il aime Bergson, parce que tout le monde respecte Bergson. Professeur Vincent, vous avez la parole. Mais bien sûr, et je vais la garder maintenant le plus possible. Je vais me défendre. Le rire, c'est une faculté intellectuelle supérieure de l'homme qui se heurte au mur de la réalité, et c'est une espèce d'exaspération du psychisme qui est là, confronté avec le réel, qui tout d'un coup provoque un état de surprise, une émotion fondamentale. C'est tout d'un coup le cerveau est pris de court quand il se met à rire. Alors je vais vous embêter parce que je suis biologiste. Ah oui, alors racontez-nous ça, justement, c'est intéressant. Comment ça marche? D'abord, parce que c'est la grande spécialité. D'abord, le rire est universel, c'est-à-dire que si vous cassez la gueule dans une circonstance inattendue, un papou rira exactement comme un étudiant d'Oxford. C'est clair, ça déclenche immédiatement le rire. C'est la surprise qui déclenche le rire, c'est tout ce qui est attendu, ce qui n'est pas intégrable à un courant intellectuel qui vient rompre le fil de votre activité psychique. C'est le vivant. Mais c'est le vivant, il n'y a rien de plus vivant. Mais l'homme aussi est vivant, sauf les intellectuels. Donc vous êtes... Vous voyez, je fais rire. Oui, parce que voilà, moi j'ai été depuis 45 ans professeur et confronté à des amphis de 900 personnes, parce que c'était pas très... Il y avait beaucoup de monde dans les amphis à l'époque, après 68. Un professeur renommé, et les étudiants viennent toujours me dire, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, c'était vachement intéressant votre cours. Qu'est-ce qu'on a ri? Voilà. Donc, ça veut dire que intellectuellement, c'est passé à un certain niveau. Hein. Mais bon, ceci étant, il y a une mécanique du rire quand même, parce qu'une mécanique, comme il y a une mécanique des neurones, tout ça, c'est quand même de la mécanique le cerveau. On peut dire que c'est une mécanique qui est beaucoup plus huilée, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus inaccessible chez l'homme. Mais notre inconscient, toi qui es un spécialiste de l'inconscient, c'est bien connu. Ça fonctionne tout le temps. Ça n'est jamais au repos. Et alors, il y a des aires qui se sont spécialisées comme ça dans le rime. Alors, il faut nous dire maintenant, Jean-Didier Vincent, excusez-moi de vous interrompre, comment ça marche? Alors, ça marche par des phénomènes qui sont stéréotypés, qui ont été étudiés de façon très précise par des observateurs sérieux et scientifiques. C'est une cascade expiratoire qui va se répéter. Déjà, je comprends pas. Mais... c'est-à-dire que sur votre expiration, vous allez faire avec le visage et avec le diaphragme. Première chose, par exemple, comparons le rire et les pleurs. On rit avec ses muscles, on pleure avec ses tripes. Voilà, c'est une formule merveilleuse, je trouve, c'est moi qui l'ai inventée. Bon, oui, mais c'est vrai que le rire, c'est donc une expiration qui va durer avec des secousses qui vont en décrescendo, puis qui vont se répéter et qui est déclenchée par des aires motrices. Ces aires motrices, elles sont à la face intérieure du cerveau, plutôt à droite qu'est le cerveau des émotions, pour simplifier, et dans ce qu'on appelle une aire motrice supplémentaire. Donc c'est abattu un phénomène moteur.
qui va être déclenchée, par exemple... Suivant la grosseur de cette partie... Elle est relativement petite, mais en même temps, le rire, quand il va embraser le cerveau, il va concerner toutes les aires, toute une sorte de norme. C'est pas une crise d'épilepsie, mais ça y ressemble un peu. Et à ce moment-là, ça touche surtout les aires du langage. Et plutôt, les aires du langage, il y en a aussi, qui sont situées dans le cerveau droit plutôt que dans le cerveau gauche. Et alors donc, on comprend pourquoi ces messieurs qui sont des rhéteurs se sont complus à analyser le rire, parce que pour eux c'est un phénomène rhétorique, c'est un phénomène qui est de l'ordre ironique, c'est de l'ordre des tropes ou des figures de la rhétorique que vous nous avez analysé là. Mais moi je parle de ce rythme. Par exemple, je vais vous dire que il y a celui qui rit et celui qui provoque le rire. Hein, il y a quelquefois les films muets sont extraordinaires parce que justement on est obligé d'inventer la parole de celui qui tombe, mais par contre celui qui rit, il rit donc à une fréquence qui peut être comptée. On sait que les femmes rient 100 fois plus que les hommes. C'est pour ça qu'elles vivent plus longtemps alors, parce que là je voudrais qu'on en vienne à cette question aussi. Pourquoi le rire fait du bien? Le rire fait du bien parce que comme toutes les émotions, il est couplé avec un état du corps. Et en général, on rit. Ça entraîne immédiatement, et on l'a fait artificiellement stimuler cette petite aire motrice supplémentaire. Immédiatement, on a fait ça chez une femme. La première fois, quand on lui a mis une électrode pour lui soigner une crise d'épilepsie, on a déclenché une crise de rire. Elle a dit « Ah ah ah, qu'est-ce que je ris, qu'est-ce que je suis bien !» Parce que vous avez toujours un couplage avec ce que fait le cerveau sur le plan émotionnel et ce que le cœur éprouve. Le corps éprouve. C'est plus de l'ordre non pas de la joie, mais du contentement, vous voyez, un contentement. Alors, évidemment... Attendez, c'est de l'endorphine, c'est quoi exactement? Il lui faut de la chimie. Mais oui, mais vous êtes le spécialiste. Mais oui, mais tout passe par la dopamine, vous comprenez. Bien sûr qu'il y a de la dopamine, bien sûr qu'il y a des endorphines, bien sûr qu'il y a de la sérotonine, mais on n'en a rien à foutre à la limite. Ce qui est plus important, c'est l'articulation des aires. Savoir que les aires du langage, par exemple, sont embrasées par le rire. Ça explique aussi qu'on éprouve un bien-être qui est contagieux. Et ça a à voir avec un phénomène qui est caractéristique des émotions, c'est ce qu'on appelle la contagion affective. Oui, parce que Bergson a dit qu'on ne pouvait pas rire seul. Hein. On ne peut pas rire seul. Ouais. Ou quand vous riez de vous-même, vous riez avec un autre vous-même. C'est-à-dire, il y a un dialogue avec soi-même. Ouais. Quelquefois, de temps en temps, mais il est rare qu'on éclate de rire en pensant à ça. Je vais vous poser une question. On rit quand on vous chatouille. On vous chatouille, vous riez. Et si vous faites un jeu de mots drôle, on rit. Le rire provoqué par un jeu de mots ou par une chatouille, c'est le même mécanisme? Ben, évidemment, parce que ça vient rompre le courant de votre pensée de façon inattendue. Mais essayez de vous faire rire en vous chatouillant. Hein. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça, c'est le meilleur. Je vous remercie de l'avoir cité, cet exemple. On ne se chatouille pas, on ne se fait que très rarement rire. Alors que cette contagion affective, vous allez dans un cinéma, il y en a un qui commence à rire, tout le monde continue à rire. Et Dieu sait que les films actuels, je n'attaque pas le ciné contemporain, sont peu risibles, quoi. On a beaucoup de mal, quoi. Beaucoup de mal. Quand vous allez rigoler, on pourrait faire l'expérience, aller voir le film de Haneke, là, dont tout le monde parle, et commencer à rire dans la salle. Je suis sûr que si je commence à un rang, bientôt, je peux faire rire, à condition de rire avec conviction, un faux rire, quoi. Mais j'entraîne toute la salle. Alors là, rien n'est plus drôle quand on arrive, qu'on voit toute une salle qui rigole de ce qu'on voit sur l'écran, qui est consternant et à pleurer, quoi. Il y a une pièce, par exemple, qui est très triste, a priori, c'est Le Père de Florian Zeller, l'histoire d'un Alzheimerien, qui raconte sa vie. C'est très triste. Et alors, il y a des gens très tristes, puis il y a des gens qui se marrent. Et on voit très vite les gens très tristes finissent par rigoler aussi. Eh ben oui, voilà, c'est vrai. C'est vrai que rire d'un Alzheimer, surtout que moi, je suis tous les jours, étant neurologue, à l'auscultation de mes symptômes. Et alors, ça va, docteur? Sur la limite, je voudrais pas que... Alors maintenant, médicalement, on aimerait savoir, médicalement, qu'est-ce que ça donne, le rire? Bah écoutez, le rire, c'est un symptôme, c'est-à-dire que si vous êtes mélancolique, comme on en a parlé, c'est parce qu'il y a le rire est aussi, les philosophes n'ont peut-être pas assez développé ce point, qui est très associé à la mort. Démocrite, il vivait qui est l'homme du rire, enfin c'est le philosophe du rire, celui que les mélancoliques comme Burton et tout ça mettent le nouveau Démocrite. Et il recevait au cimetière, Démocrite. Et il pensait que tout ça faisait rigoler a priori quand on y allait, quand les Athéniens allaient le voir et que il est bien d'Athènes, hein, Démocrite. D'Abdère. Hein? D'Abdère.
Ah oui, bon, c'est pas grave. Heureusement qu'il était là. Non, parce que c'est sur des détails. Aristophane qui était marrant. Aristophane, c'était un rigolo, mais qui n'était pas rigolo du tout, quoi. Mais enfin, bon. Non, le plus rigolo, c'est ton copain, là. C'est celui qui tirait son poulpe, là. Diogène. Oui, moi qui m'intéresse au poulpe actuellement, parce que le poulpe est une bête formidable. S'il y a un animal, Le couple. Le poulpe. Vous avez dit le couple est une bête parce que je formidable. travaille sur le couple et le poulpe chez le couple. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Mais quand on a si peu de temps, on accélère le débit et ça devient risible, bien sûr. Et le poulpe, le poulpe est formidable. Il a autant ramené au poids du corps. Il a autant de neurones que nous. Hein. Et là, il est capable de faire des apprentissages extraordinaires. Il rit pas. Le rire du poulpe, jusqu'à présent, on l'entend pas. Mais si, oui, il a un problème, il vit pas assez longtemps. Mais si les poulpes avaient vécu 20 ans, eh bien, ils seraient déjà les maîtres de l'océan. Si les poulpes avaient des dents, il rirait. Donc là, vous avez deux démonstrations. Bien sûr. La démonstration qu'on peut faire rire en étant très intelligent dans une démonstration chimique et le jeu de mots foireux qui fait rire. Donc voilà. Et ça, moi je fais du sarcasme parce que je profite des deux situations. Est-ce que le rire... Non, mais dans ce que vous avez raconté, il y a un truc qui m'intéresse. Vous dites qu'en fait, il y a une sorte de réflexe que je disais au début, c'est pas la peine de venir après. C'est quand même. Est-ce qu'il y a une défense et que cette défense est induite parce que l'on est profondément? Il y a des gens qui vont rire à une situation et d'autres qui vont en pleurer. Oui, mais il y a une chose, c'est que le rire, quand il commence, il peut plus s'arrêter. Hein. Quelquefois, il va aller très loin. Hein. Il m'est arrivé un jour, dans mes aventures californiennes, quand j'habitais là-bas, on m'a fait bouffer du psilocybe. C'est quoi Un champignon. Depuis, il est passé à la coke, il est taquet. Quoi. Mais ne dites pas ça parce que ça va me gêner. J'ai plus de carrière universitaire à faire, mais c'est pas un aveu qu'on fait volontiers. Mais le psilocybe m'a fait rire pendant à peu près 3-4 heures. J'étais épuisé physiquement. Hein. C'était extraordinaire. Mais je prenais l'exemple parce que c'est aussi une façon de voir le monde. Je disais tout à l'heure, il y a une façon de voir le monde qui est un peu désespérée. On essaye de l'exprimer par le rire. C'est le ricanement peut-être, mais ça c'est pas un rire. Mais quand on regarde une pièce de théâtre, par exemple, qui est dans le grand classique français, La Biche, Courteline et tout ça, où il y a toujours des cocus dans les placards. Oui. Si on est soi-même cocu de la veille... Le cocu fait rire. Le cocu fait toujours rire. Il fait toujours rire, même de la veille. Mais même le mot tout seul. Oui. Le mot, rien que le mot tout seul fait rire. Ça, c'est un phénomène. Ça fait partie de ces mots. Oui, c'est joli. Imaginons qu'on est cocu de la veille. Bon, on va au théâtre, tac, on tombe sur un mec qui est dans un plat et on se moque de lui. On se sent moqué, donc on n'a pas tendance à rire de ça. Par contre, tous les autres autour vont rire. Ça veut dire que quand même, ce que l'on porte en soi sert pour le rire. C'est-à-dire que si on n'a pas un mur de pelote basque qui vous renvoie un état absolument universel qui peut faire rire tout le monde, les tristes, les mélancoliques, les joyeux ou les drogués, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le rire ne peut pas être universel. Non, parce que le rire est il tombe sur des gens. Le rire est une interprétation, une analyse de la situation qui échappe au flux de la pensée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui est extemporané. Il y a toujours de la chimie dans le cerveau. Le cerveau, ce n'est qu'une soupe un bouillon de sorcière. François Livonnet, le discours de Jean-Didier Vincent vous réconcilie avec le rire quand même. Parce que je le trouve extrêmement drôle. On peut demander un exemple. Vous venez de montrer qu'on peut être à la fois savant et drôle. Donc voilà. Et non, moi, une question que j'avais envie de vous poser, en termes darwiniens, quel avantage adaptatif ça a, le rire? Parce que j'imagine que l'espèce humaine, si elle est la seule à rire, c'est qu'elle en tire quelques profits en termes d'adaptation. Je pense que les premières sociétés humaines, je pense à peine, mais je pense quand même un peu, je pense que les premières sociétés fonctionnaient justement beaucoup sur la contagion affective, plus que dans le dire, plus que dans le distance du discours. Chacun était à sa place, mais chacun commettait des petits dérapages. Et la société, cette société qui avait 200, 300 personnes un maximum, ces sociétés du paléolithique tardif, étaient presque dans ce qu'on a pu appeler l'âge d'or. C'est-à-dire que chacun était à sa place, la société fonctionnait, et le rire était une façon de... C'est pas une communion, c'est pas ça, mais c'est une façon de donner un ciment social à des sociétés qui rient entre eux. C'est une bande. Ça transporte comment on appelait ça, la horde en société finalement. C'est un état pré-social. On démarre plus sur le rire que sur l'intervention du Seigneur. Il y a aussi quelque chose à remarquer quand même, c'est que vous pratiquez l'autodérision.
et ce qu'on ne trouve pas souvent chez beaucoup d'humoristes, je suis désolé, c'est l'autodérision. Car le rire, finalement, votre rire, c'est un rire aussi qui est un rire de l'autodérision. Ce qui prouve que c'est un rire contre l'esprit de sérieux, au sens où l'esprit de sérieux, là, peut être d'une pesanteur terrifiante. Oui, alors, ça c'est vrai, merci si j'ai bien compris, Jean-Didier Vincent, tout le monde riant sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, tout le monde était très heureux, Henri Guénaud. Ah, ça faisait du bien. Mais voyez, moi, ce que j'aime pas du tout maintenant, c'est le traitement de notre président de la République, parce que je le trouve, c'est pas que j'ai une affection particulière parce qu'il est de gauche aussi là, c'est que je trouve qu'il est traité bêtement. Je trouve que cette imitation, d'abord sur le plan de l'imitation du personnage, du point de vue vocal, elle n'est pas bonne, celui qui l'imite. Et maintenant, il y a une espèce de contagion, c'est-à-dire qu'ils s'imitent tous de la même façon, ils finissent pas. Et puis l'intervention de sa bonne femme tout le temps et tout ça, c'est dire que c'est plutôt triste. On a tous les jours à la même heure. De toute façon, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que dans les émissions, vous avez tous les jours l'heure du rire et tout à coup, mais c'est pas naturel. On rit en réaction, on rit tout à coup. C'est pas drôle comme c'est le moment de rire. Mais tous les jours à la même heure. C'est un problème. L'humoriste, c'est un être fragile. Il s'épuise. Vous le remarquez quand même. Je suis pas humoriste, mais les marionnettes ont un avantage, c'est qu'elles ne s'épuisent pas. C'est les auteurs qui s'épuisent. Moi, j'ai formé 3 équipes d'auteurs et ils ont encore changé. Moi, je regarde toujours Je voudrais lui poser une question qui n'est pas drôle. Il y a des films, on a retrouvé des films sur des pogroms dans les pays de l'Est, des Allemands massacrant des Juifs auxquels ils font creuser un trou, ils les massacrent, etc. Et on voit des Allemands, des soldats rire. Ouais. Alors comment vous alliez ce rire-là? Il est d'autre chose, non, c'est une défense. Non, c'est-à-dire qu'ils sont quelque part. Réflexe de on l'a se protéger. Ils sont un peu aliénés. Enfin, ils se mettent en dehors du jeu. Donc c'est un rire thérapeutique là encore, de protection. Oui. Parce que le rire s'enclenche très facilement et sans qu'on soit obligé de justifier ses motifs et ce qu'on cherche par le rire. Et, évidemment, on a un élu ici. J'aurais lui posé la question qu'on a envie de se poser après l'exposé du professeur, c'est le rire étant si bon pour la santé, est-ce qu'il n'est pas le temps de songer à le rembourser par la sécurité sociale? Oui, compte tenu de l'état de nos finances publiques. Ah bon, d'accord. Okay. Parce qu'on attendra un peu. Pas faire. Oui. Voilà. Non mais si vous pouviez être un peu plus drôle quand même de temps en temps. Non mais c'est intéressant ça. Il n'est pas savant lui. De toute façon, pas lui. C'est un des rares qui soit vraiment sympathique. Parce que vous avez un sourire. Vous avez un sourire. Non, il n'en abuse pas. Je vous ai vu en colère une fois. Oui, une fois. Vous avez vu en colère une fois. C'est un jour, j'avais pas envie. Mais là, vous êtes devenu drôle. Mais alors qu'avant, vous étiez sympathique simplement, ce qui est tout à fait différent. Mais lorsque l'Assemblée rigole, c'est parfois pour des sarcasmes, je sais pas, la Léon Daudet, qui sont aussi terrifiantes. Oui, ils sont terrifiants, mais les sarcasmes, c'est toujours méchant. Voilà. Ça fait toujours rire. Et on n'a pas besoin de faire rembourser le rire par la sécurité sociale pour que le rire existe. C'est un métier difficile, hein. Quel lugubre métier que le rire, disait Victor Hugo. Ouais. C'est vrai. Mais je voudrais revenir sur cette remarque. Vous êtes, en gros, vous êtes triste, c'est bien de rire de temps en temps. De temps en temps, oui, mais c'est vrai que le rire est un antidote à l'esprit de sérieux. Et en cela, il est absolument nécessaire et que l'humoriste aussi a une place considérable à jouer dans la société. Mais il ne faut pas non plus qu'on en conclue que l'esprit de sérieux ne doit plus exister. Parce que l'esprit de sérieux, c'est aussi quelque chose d'absolument essentiel. Imaginez on peut distinguer quand même le sérieux et l'esprit de sérieux. Vous voyez, Pascal, non, parce que ça, c'est aussi. On peut faire les choses sérieusement sans esprit de sérieux. Mais si, parce que pour les faire sérieusement, il faut avoir un peu d'esprit de sérieux. Pas sûr. De temps en temps, il y a des choses graves. De temps en temps, il y a des choses qui ont des décisions qui ont très lourdes conséquences. Si on veut vivre vieux, il vaut mieux rire. Il vaut mieux rire. Oui, mais il vaut mieux qu'il y ait quand même des gens qui aient un peu l'esprit de sérieux, qui fassent les choses sérieusement, parce que quand vous vous retrouvez au chômage, quand votre enfant est agressé, mais ça fait pas rire celui auquel ça arrive. Et donc il faut quand même qu'il y ait des gens. Moi je suis pas d'accord avec ce différent. Regardez comment il s'appelle l'anglais là, qui fait des films terribles sur le chomage, etc. Ken Loach. Ouais. Attends, il fait des films pour dire des choses épouvantables. Alors, comme esprit de sérieux, je dirais, on ne peut pas aller plus loin. Et il le dit par l'humour, par le rire terrible, par le rire. C'est l'humour noir. Il n'y a pas de contradiction. Je peux être d'accord avec Henri Guénaud. Je voudrais bien être d'accord avec vous une fois. En fait, il y a des gens dont le boulot,
c'est d'être sérieux. Oui, absolument. Les problèmes de chômage, les problèmes de société, les problèmes de finances publiques, ce sont des choses sérieuses qui doivent être faites par des gens sérieux. Et j'ai l'impression que ce ne sont pas des gens sérieux qui les font aujourd'hui. Et les humoristes sont aujourd'hui tout à fait habilités à se foutre de leur gueule, à leur mettre le nez dans le caca en leur disant « Les gars, vous ne faites rien. Vous ne faites rien pour nous. » Et là, ils sont aujourd'hui habilités à le faire. On a le droit de le faire. Et soi-disant, ils ont le droit. Et au lieu de nous dire et de nous renvoyer, non, mais il faut quand même qu'on fasse sérieux, commencez par être sérieux vous-même. Il y a une crise qui dure depuis 2008, dont tout le monde a plus ou moins vu que un des problèmes principaux, c'est que la finance folle a pris le pouvoir à votre place, voilà, et qu'il faudrait les remettre à leur place. Ça nous fait 2 points d'accord. Pardon ? Ça nous fait 2 points d'accord. Ça nous fait 2 points d'accord. Et qu'il faudrait peut-être remettre ces gens à leur place dans les 2 sens du terme, c'est-à-dire retourne dans ta niche banquier et refais ton travail banquier, finance l'économie réelle. Vous êtes d'accord avec ça? Une grande partie de la droite est d'accord avec ça. Donc toute la gauche est partie avec ça. C'est extrêmement sérieux. Comme aujourd'hui, on a le sentiment que rien ne se passe, que personne, ni à gauche ni à droite, n'a envie de le faire, puisqu'on a un sentiment vaguement que tout le monde travaille sur les mêmes codes, les humoristes peuvent taper même de plus en plus fort pour vous inciter à avoir plus que l'envie de parir, à avoir honte même, de dire il faudrait quand même que je fasse quelque chose parce que là, tout le monde me tape dessus. Les humoristes, à ce moment-là, tapent tous dans la même direction. Et là, vous avez raison. Mais parce que le problème est tellement énorme et est tellement le même que tout le monde se retrouve à taper sur la même chose. Oui, il m'arrive d'avoir honte de ce que la classe politique et la classe dirigeante fait, la manière dont elle affronte la crise, la finance, etc. Oui, je trouve que quand vous êtes sur ce registre, eh bien c'est utile de donner honte à la plupart des dirigeants politiques, économiques. C'était le but des Guignols. Voilà. Mais ça c'est très bien, et faites-le. Maintenant, pardon, mais il n'y a pas que des gens qui n'ont envie de rien faire. Il y a aussi la pesanteur d'un système, il y a aussi aidez-nous à le faire bouger. Ouais. Et ça, c'est un rôle essentiel. Mais c'est vrai que dans ce jeu-là, vous avez un rôle, et les pauvres imbéciles qui vont chercher des mandats et qui essayent, une fois au pouvoir, de faire bouger les choses, ils ont un rôle aussi. Du mal à vous plaindre. Et qui sont vous voulez y aller. Je veux pas te plaindre, moi. Non, mais vous voulez y aller. Quand vous faites ce type de boulot, vous décidez de le faire. Non, bien sûr, j'ai décidé de le faire. Ça me coûte assez cher, c'est beaucoup de sacrifices. Non, mais c'est vrai, beaucoup de sacrifices. J'ai décidé de le faire et je ne me plains pas. Je me plains même pas du fait que vous vous moquiez de moi ou que vous vous moquiez de nous. Je me plains d'une seule chose, c'est que la classe dirigeante, la classe politique, la classe médiatique soit aussi difficile à faire bouger sur des sujets absolument essentiels pour la vie de mes concitoyens, voilà, et en particulier de ceux qui souffrent le plus. Voilà, je ne me plains que de ça, parce que ce qui est désespérant parfois dans la politique, c'est de n'arriver à rien, de ne pouvoir rien, parce que la politique, ça se fait avec les autres, ça se fait pas tout seul, et que les autres, ils sont pas toujours au rendez-vous. Bon, le moyen de faire de la politique, voilà. À nous, c'est soit de faire rire, soit d'aller voter. On n'a que 2 moyens. Bon, et bien justement, Christine Boutin, qui a été caricaturée en truie dans les Guignols de l'info, va nous rejoindre. Ah non, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Elle me fait le coup à chaque fois, c'est pas vrai. Ah bon, d'accord. Alors, je vais vous expliquer une bonne fois pour d'accord. Alors d'accord, je recommence. Alors justement, Christine Boutin, qui a beaucoup reçu de colibés de la part des Guignols de l'info, va nous rejoindre pendant que Alexandre Gamelin va essayer de répondre en images à cette question que nous allons poser maintenant. Y a-t-il du rire sans violence et sans méchanceté? Alexandre Gamelin, on regarde. On n'y peut pas grand-chose, la vie, c'est pas drôle. Nous allons tous mourir. Très prochainement. Nous sommes condamnés à l'oubli, au néant, au pourrissement. Et nous nous demandons ce que nous faisons là. Sachant que cette question existentielle, la seule qui vaille au fond, n'a aucune réponse valable. Alors, comment s'en sortir? Première option, celle de l'imbécile heureux. On regarde la télé en attendant les soldes, on ne pense à rien, on avance, et pour le reste, on avisera. Deuxième option, on s'empresse de rire de tout avant d'être obligé d'en pleurer. Certes, on ne pourra rien changer à notre condition, mais on peut choisir la façon dont on encaisse les épreuves. Mais cette ironie n'est-elle pas aussi une illusion? Ne sommes-nous pas de toute façon condamnés à être rattrapés par le tragique de l'existence? À coups de bons mots et d'ironie, ne réduisons-nous pas à peu de choses ce que nous sommes?
Et si le vrai courage, et si la vraie intelligence, c'était d'abandonner la dérision pour laisser place au sérieux, ce qui faisait dire à Claudel, efforcez-vous d'atteindre les profondeurs, l'ironie n'y descend pas. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je vous signale que vous regardez Les Grandes Questions, notre mensuel philosophique qui confronte la parole des philosophes à celle des experts. Une nouvelle experte nous a rejoint, c'est Christine Boutin, qui est président du Parti chrétien-démocrate, puis qui a été quand même très attaqué. On s'est beaucoup moqué de vous au cours de votre carrière. Oui, mais je trouve Comment on vit ça alors? Justement, témoignage. Par rapport à tout ce que j'ai entendu là, de cette émission, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. C'est que moi, le rire et le sarcasme vis-à-vis de moi m'a fait progresser. Moi, je trouve que le rire est une remise en cause très profonde. Et alors, soit on se bloque, on se met derrière sa forteresse, soit au contraire, on se dit, tiens, c'est dégueulasse, mais il y a peut-être quelque chose de vrai. Et moi, qui étais effectivement excessivement caricaturé, en tous les cas c'est comme ça que je le perçois, peut-être que d'autres trouvent que je ne suis pas du tout caricaturé, je les laisse libres de leur interprétation. Moi en tout cas, ma perception de la caricature qu'on a fait de moi m'a fait avancer Alors, dans ma justement, réflexion. est-ce que vous pouvez dire en quoi et sur quoi? Eh bien, par exemple, cette fameuse histoire des Guignols où j'ai été... Alors moi, dans ma famille, quand cette marionnette est arrivée, et moi-même, quand je l'ai vue, nous avons vu une truie. Monsieur Gassiot, depuis nous sommes expliqués, m'a dit que ce n'était pas du tout une truie, mais il va dire ce que c'était. Mais en tous les cas, peu importe, cette truie, ça a été un choc. J'ai été blessée. Une jeune fille Non, c'était une espèce de bonne femme horrible avec des cheveux. J'étais blonde à l'époque. Vous n'avez pas. Nous n'avions pas. Non, nous n'avions pas, Madame Boutin, votre marionnette. Mais peu importe. Oui, allez-y expliquez. Mais... Non, il y en a pour 2 secondes. On n'avait pas sa marionnette. C'était l'époque du Pax. Quelques interventions de Madame Boutin nous ont plutôt fait marrer et nous ont paru extrêmement rétrogrades sur l'état de la société. Et on a voulu l'exprimer. Et quand on a dit, mais quelle marionnette on va faire, on a cherché des marionnettes. On a des marionnettes type, comme ça, qu'on peut habiller. Il n'y en a aucune qui fonctionnait. Et quelqu'un a dit, mettons le monstre orange. Et le monstre orange, c'est un extraterrestre qu'on avait fait pour un sketch. Et on a sorti le monstre orange parce qu'elle nous paraissait tellement ailleurs dans son discours, tellement extraterrestre, qu'on a sorti cet extraterrestre. On dit, Christine Boutin, les gens se sont marrés. Ils disaient, oui, c'est moi, elle avait des antennes. Vous auriez peut-être préféré être une truie qu'un monstre orange? Non, j'aurais préféré percevoir le monstre orange que la truie, parce que la truie, c'est quand même un peu dégradant. Mais si vous voulez, peu importe cette marionnette, elle a été pour nous blessante, pour mes enfants, pour mon mari, mais moi aussi. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui a changé chez Christine Boutin depuis? J'ai changé de look déjà. J'ai changé de look. Ça m'a déjà aidé je suis redevenue brune, ce qui était ma couleur naturelle. J'ai essayé de maigrir. Enfin, j'ai essayé physiquement. J'ai essayé. Alors après, moi, je me demande ce qu'on aurait dû faire pour que vous changiez d'avis, surtout. Mais non, alors après, que changer d'avis, ça n'a aucun intérêt. Ça montre la limite du rire, justement. Alors après, sur le fond, qu'est-ce qui a changé aussi sur le fond? C'est l'intérieur qu'il fallait changer. Non, mais sur le fond, vous pouvez me trouver rétrograde, tout ce que vous voulez. C'est votre liberté. Moi, j'estime que je suis en avance. Alors, c'est la grande différence, et c'est l'histoire qui jugera. Alors voilà, par contre, par rapport aux discussions que j'ai entendues, moi je me permets de vous dire que je trouve que les humoristes, et en particulièrement vous placez de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que vous avez le droit de tout faire, et l'autre, le politique, en l'occurrence, le politique, lui, c'est la bonne bête qu'on attaque, qu'on ridiculise, que l'on met en... Eh ben oui, mais figurez-vous que moi, je partage totalement ce qu'a dit M. Guénaud tout à l'heure, c'est que c'est pas si simple que ça. Et qu'il y a une présentation... Non, c'est pas ça. Non, alors vous êtes simplificateur, vous êtes caricatural du coup, vous êtes rétrograde, parce que vous ne regardez pas... vous ne regardez pas les choses comme elles sont. Le politique, quel que soit son choix politique, son positionnement, qu'il soit considéré comme progressiste ou rétrograde, fait son travail en conscience et essaie de faire progresser le pays et ses concitoyens. Ce que je peux vous dire... C'est discutable, hein. Ah ben vous avez le droit de discuter, mais moi j'ai l'expérience, vous n'avez pas été politique. Moi je ne suis pas humoriste, moi je suis une politique. Et moi je peux vous dire, avec l'expérience que j'ai, depuis 30 ans que je fais de la politique, c'est qu'on peut avoir envie de faire bouger les choses, et même
chez mes adversaires et qui n'arrivent pas à les faire bouger parce qu'il y a cette pesanteur à laquelle faisait allusion Henri Guénaud tout à l'heure. Ce n'est pas si simple. Et on ferait beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile d'être derrière le... Vous n'avez pas l'impression que vous mettez de l'autre côté du miroir en disant qu'il y a une pesanteur, mais c'est vous la pesanteur, c'est vous les politiques. Mais pas du tout. C'est vous qui avez mis en place ce système pendant une trentaine ou une quarantaine d'années. Mais pas du tout. Alors Jean-Didier Vincent, juste une remarque à propos de la contagion affective auquel les peuples sont soumis. Je considère les Italiens comme le peuple le plus intelligent du monde. Vous voyez ce qui se passe en ce moment. Ben oui, c'est vrai, c'est un peuple qui globalement est intelligent, il a prouvé par le passé. Mais quand on voit que Berlusconi, qui est probablement l'homme politique qu'on a vu dans ces dernières années le plus grotesque, le plus risible, revient et augmente et a maintenant 50 ou 25 ou 30% d'intention de vote, alors qu'on le croyait mort. Ils ont déjà eu Mussolini, Jean-Didier. Oui, on a eu Pétain. Mais c'est la force de la contagion affective. Voilà. Non, simplement, il a été dit tout à l'heure comme étant partagé que les politiques et les humoristes faisaient chacun des métiers différents. J'en suis pas complètement sûr. Aujourd'hui, le problème, c'est que cette frontière est une frontière qui est un peu agacée. Regardez les hommes politiques qui font des sketchs. Berlusconi est un humoriste. Bon, mais un humoriste presque involontaire. Mais François Hollande faisait des sketchs, littéralement des sketchs, lorsqu'il prenait la politique. J'ai été à un banquet où il venait faire l'animation à la table. Et lorsque vous dites, par exemple, que vous souhaitiez que Mme Boutin change d'opinion... Elle ne peut pas changer. Non, mais ça veut dire que votre ambition est une ambition politique. Par conséquent, cette frontière dont vous parlez, c'est un peu un artifice quand même de nous dire chacun de son côté. Elle est guidée par sa croyance, et la croyance l'emporte surtout. Le vrai métier que rêvent de faire les caricaturistes ou les gens qui donnent leur avis, c'est le métier de M. Guénaud, c'est pas celui de député, celui de conseiller. C'est d'être au cœur de la machine et de dire, moi, peut-être que j'arriverai à faire bouger cette machine. J'ai les leviers, j'ai les boutons, je vais... Et quand on s'aperçoit que des gens comme M. Guénaud n'arrivent pas à actionner les leviers et les boutons dans le sens où il veut, alors là, on est effaré, parce qu'on se dit, qui dirige mon pays? Les humoristes sont donc des politiciens ratés, c'est ça? En tout cas, moi, de mon côté, la politique est quelque chose qui m'intéresse et que je ne ferai probablement jamais, par ce désespoir-là. Parce que avoir des leviers et des boutons en France et ne pas réussir à s'en servir, parce qu'on ne peut pas s'en servir, sous prétexte que Bruxelles, et une fois qu'on est à Bruxelles, c'est sous prétexte que politique mondiale, finance, on va attendre que les Chinois mettent sur la gueule aux Japonais. Vous êtes capable de mieux que ça. Franchement, vous êtes capable de mieux que ça. Je n'irai pas chez les démocrates chrétiens, je n'irai pas à l'URUM. On laisse parler Christine Boutin. Mais moi, je voudrais revenir plutôt sur le rire, parce que je trouve que le rire, c'est quelque chose. Non, mais c'est quelque chose de très important. Moi, je trouve que le rire, par rapport au professeur qui est à côté de moi, ce que je peux témoigner, c'est comme femme politique, j'aime qu'on se moque de moi, mais il ne faut pas que ça dépasse certaines limites quand même. J'aime la gauloiserie, mais j'aime pas la vulgarité. Voilà, vous n'êtes pas, chez les guignols, ce n'est pas vulgaire. Et c'est pour ça que ça passe bien. Et je le trouve. Tant que ce n'est pas vulgaire, je trouve que c'est un excellent instrument pour avancer. Le rire, ça permet aussi, on l'a dit tout à l'heure, de respirer. Je trouve que c'est une magnifique respiration. C'est une décontraction. C'est un moment de bonheur. On parlait du bonheur tout à l'heure. C'est un moment de bonheur. Il faut savoir rire. Et il faut savoir se moquer de soi-même. Parce que de toute façon, nous sommes des êtres limités. Et il faut se remettre en question. Et je trouve que le rire est un bel instrument pour se remettre en cause. Oui, mais les croyances sont mortelles. François Ligonnet. Oui, non, simplement la question que je me pose aujourd'hui, c'est le puissant, est-ce que c'est l'homme politique ou est-ce que c'est le financier? Est-ce que c'est celui qui vous paye? Je ne parle pas vous, je parle des humoristes, par exemple, ces gens qui possèdent les chaînes privées. Non, mais c'est une question qui se pose. Lorsque Stéphane Guillon est exclu, par exemple, d'une chaîne publique, il a une prébande arrière qui est Canal, par exemple, où il avait des salaires considérables. On l'a rarement vu mettre en cause les mœurs, par exemple, de ses financiers qui le payent, qui lui assurent quand même cette situation de privilégié. Par conséquent, c'est pour vous dire que la critique... Je le connais parfaitement, ce argument-là. La critique... Non, mais c'est un argument, c'est un fait d'abord. Cette critique, c'est une critique qui porte sur des gens qui représentent secondairement le pouvoir. Le pouvoir, c'est d'abord le fric. Bah oui. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, on a dit sarcasme, enfin je pense, c'est dérision, le phénomène de dérision. Quand je disais tout à l'heure que le sarcasme était toujours quelque part réactionnaire, c'est plus peut-être la dérision. On a une atmosphère aujourd'hui avec ces émissions comiques partout, toute la journée, à heure fixe, etc. On doit faire de la dérision. Mais qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui comme dérision? C'est pas une critique, c'est comme ça. Je dois faire de la dérision. Vous aussi, d'une certaine manière, il y a ça. Et du même qu'on en est arrivé à ce système, que
qu'est-ce qui est dérisoire? Évidemment, être enflammé, être convaincu, vouloir changer le monde, justement, vouloir critiquer, c'est facile à entraîner la dérision. C'est vachement facile, si vous êtes calme et clair. Et donc on en arrive à une situation où, en effet, tout est dérisoire. Vous voulez changer, oh, pauvre ami, vous voulez changer le monde, vous voulez faire quelque chose, vous croyez au bien, vous voulez essayer de rendre les gens plus heureux, vous voulez combattre la misère, vous voulez combattre pour plus d'humanité. Attends, mon cul c'est du poulet, c'est tout ça. Comment tu rigoles? Et tout à coup c'est démoli, la terre dépasse, fac, c'est écrasé. Et ça devient terrible. Je partage tout à fait ce qu'a dit Jean-François Kahn, c'est que à force de considérer que seule la distanciation, la prise de distance avec les choses est quelque chose de respectable, et que l'engagement est quelque chose de dérisoire, on va finir par tuer toute forme d'engagement. Voilà, la présidente du parti on a une démocrate chrétien. on a une responsabilité considérable. Chacun d'entre nous a une responsabilité considérable. Et enfin, à la décharge de Bruno Gassio, je me souviens au début des années 90, chaque homme politique attendait avec impatience que sa marionnette vienne au Guignol, parce qu'enfin on allait parler de lui tous les jours à la télévision. Bon, je crois qu'on a répondu à toutes sortes de questions, c'est-à-dire que le rire est à la fois une tyrannie à contre-pouvoir, le rire fait du bien, il n'y a pas de rire sans méchanceté ni violence. Mais alors, moi, je voudrais revenir sur vous. On a commencé par ça, Michel Onfray, c'est le tome 7, je crois, de la contre-histoire de la philosophie, avec ce magnifique passage sur Nietzsche. Nietzsche, en fait, il prêche le rire, et on a le sentiment qu'au fond, pour réussir sa vie, si on regarde bien même la vie de Nietzsche, malgré tous les aléas, les difficultés, les maladies, il faut rire. Il faut rire tout le temps, parce que lui, il prêche pour un rire déconstructeur. Oui, enfin, il ne faut pas rire tout le temps non plus. Il y a simplement des débats qui presque sont des faux débats. Je veux dire, moi, je suis très amusé de voir nos experts qui, un jour ou l'autre, ont travaillé pour l'UMP, pour les chrétiens démocrates, pour les socialistes, pour l'UDF. C'est le même monde. Tout le monde fait semblant de ne pas être d'accord parce qu'on dit ah ben attendez, vous ceci, vous cela, vous êtes impuissants, mais non, l'impuissance aussi, mais tout ce monde défend le même monde libéral. Sauf Henri Guénaud, dont une partie ne défend pas le monde libéral et une autre partie, c'est un peu comme Régis Debray. Il a deux hémisphères dans le cerveau comme tout le monde. Absolument, c'est ce qui le rend sympathique. C'est comme Régis Debray, on a un homme avec Henri Guénaud qui a une éthique de conviction, comme Régis Debray, et qui n'est pas contre l'éthique de responsabilité, qui essaie de voir comment ça marche. On sait que chez Henri Guénaud, il y a le désir de la République, il y a le désir de la communauté, des choses qui me le rendent sympathique. Et puis après, il y a l'idée qu'on devrait pouvoir mettre ça en acte. Simplement, on ne met pas ça en acte avec Sarkozy, c'est pas possible. Il y a des gens avec lesquels c'est pas possible. On a fait plus de choses que vous ne pensez. J'entends bien, vous avez fait même des choses. Un autre débat. Vous avez fait des choses contre votre conscience. On fera un débat, pas contre ma conscience. Si, quand même. Un débat. C'était très anti-républicain le quinquennat de Sarkozy. Non, donc on ne peut pas faire semblant. Je crois pas, mais on fera un débat si vous voulez. D'accord, on ne peut pas faire semblant. On le fera. Non, mais on peut pas dire. Allez, on le promet, on le fera. On ne peut pas dire effectivement que on va renvoyer la responsabilité des politiques tant qu'on aura des libéraux, alors des libéraux de gauche, des libéraux de droite, des libéraux du centre, des libéraux chrétiens, etc. qui nous feront la même politique, on aura le même désespoir qui rendra nécessaire les comiques. Et plus on désespérera des politiques, plus le comique deviendra un comique radical, sarcastique, apolitique, dépolitisé, de pure déconstruction, sans proposition. Donc changeons de politique. Finissons-en avec la politique libérale, on changera pardon ? Néolibéral. Donc maintenant, c'est le moment du tour de table. J'aurais demandé aux uns et aux autres ce dont il ne faut pas rire, et puis ce sur quoi il est urgent de rire, et je vous demandais de le faire brièvement. On va commencer par vous, Henri Guénaud. Ah, ça, c'est toujours difficile de commencer. Non, moi, j'éprouve en ce moment aucune urgence de rire de quoi que ce soit. Voilà. Je ne trouve pas que la guerre au Mali... Non, très bien. On peut rire un peu de l'esprit sérieux quand même, non ? Comment ? Un peu de l'esprit sérieux quand même, on peut rire un peu de ça. Non, on peut rire de moi si vous voulez. Moi, bon, d'accord. En tout cas, on ne va pas rire de la nuit et le jour. C'est Henri Guénaud qui publie ce livre qui raconte une partie des années Sarkozy sous un angle littéraire. C'est aux éditions Plomb. Surtout l'idée que je me fais de la politique. La nuit et le jour. Il parle de Sarkozy et de la France. C'est drôle. C'est pas drôle tout le temps. Non, Jean-François, ça ne nous fera pas. C'est les deux hémisphères, là, donc. Jean-François Kahn. Il va réfléchir. Jean-François Kahn, alors, de quoi faut-il rire, de quoi ne faut-il pas rire ? Ouais, ça a été dit, je vois, c'est qu'il y a une sorte de consensus pour dire que le problème aujourd'hui n'est pas gauche, droite, truc, c'est de changer le système. Qu'est-ce qu'il faut, comment on peut essayer de construire, comme heureusement dans l'histoire de l'humanité on y est toujours arrivé, sans quoi on serait encore au tribalisme. Donc on est ce moment où il faut qu'on imagine un autre monde, un autre modèle, et que ceux
qui se servent du rire pour empêcher cette mobilisation font du mal, et ceux qui se servent du rire, de quel que ça nous plaise ou pas, pour permettre ces mobilisations font du bien. Alors, vous, votre actualité, c'est la catastrophe du 6 mai 2012. C'est un petit livre chez Plon qui a eu d'ailleurs un grand succès. Ouais, qui est très drôle. Ouais, il y a beaucoup de jeux de mots, hein. Beaucoup de calembours. Tout le monde n'a pas. Bruno Gassio. Alors je voudrais faire de la publicité pour un livre qui s'appelle La gauche n'a plus droit à l'erreur, qui est de Michel Rocard et Pierre Leroux-Tourou, pour deux raisons. Un, parce que Pierre Leroux-Tourou, je travaille avec lui dans le comité Roosevelt, et que deux, Michel Rocard est sans doute la personne à qui les Guignols ont fait le plus de mal. Oui, c'est vrai. Alors qu'on était probablement les plus proches de cet homme politique-là. On a fait en sorte qu'il soit incompréhensible, et un jour dans un débat, quelques années après, je parle de ça, c'est dans les années 93-94, dans un débat avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'avait de cesse de dire à Michel Rocard « on ne comprend rien à ce que vous dites ». Alors que ce qu'il disait était d'une clarté, mais Nicolas Sarkozy avait tellement rebondi sur ce que tout le monde pensait à cause de nous, de Michel Rocard, qu'il a gagné ce débat, et que Rocard a disparu, il ne pouvait plus se défendre. Et on s'est senti ce jour-là extrêmement coupable, parce que c'est sans doute l'homme politique qu'on préférait. Donc il vient de faire un livre. Ce livre est formidable. Attends, ce livre, moi je viens de le lire justement, c'est un livre d'abord clair, parce que, entre parenthèses, c'est pas vrai, Rocard n'a pas toujours été clair. Dans son expression, mais dans ses idées, d'une clarté complète. Il y avait un côté Démosthène avant les cailloux. Les idées de Rocard sont au pouvoir depuis 1983 quand même. Et tout à fait remarquable. Si les gens peuvent le lire, c'est remarquable. Jean-Didier Vincent. Il faut rire de tout, ça, sans restriction. Je citerai juste Erasme, dont on a peu parlé, quelqu'un qui a écrit L'éloge de la folie, et qui se termine par « Et maintenant tous illustres fous, rions ». Il ajoute d'ailleurs une péto dans un appendice « Je hais les convives mémoratifs ». Alors essayons de ne plus nous souvenir de ce débat. Jean-Didier Vincent, dont vous avez publié Le cerveau sur mesure aux éditions Odile Jacob avec Pierre-Marie Lédo. Christine Boutin. Moi, je pense qu'on peut toujours rire de soi-même, que c'est même salutaire. Oh, moi, ça me fait pas Et je pense que, justement, j'aime beaucoup. Oui, ça ne fait pas rire du tout. Mais c'est pas grave. Moi, c'est ce que je pense. Et je pense qu'on ne peut pas rire d'une société qui se construit sur l'effacement de la différence sexuelle. Mais de la religion, Madame Boutin, on peut rire ou pas? Vous acceptez qu'on puisse rire des religions et de la religion? Oui. Oui, absolument. Vraiment? Oui, bien sûr. Moi, j'avais décidé que je deviendrais bisexuel quand je serais vieux. Ben, vous voyez, j'ai pas tenu mes promesses. Allez, Christine Boutin, donc, ça y est, on rit sur tous, sauf sur le mariage pour tous. Sauf sur une construction, sur une société qui se construit en niant la différence sexuelle. François Libonnet. Non, je crois qu'il faut rire en effet de soi. Contre qui? Contre soi, pour se libérer le matin dans la glace. Pour se libérer d'esprit sérieux et devenir sérieux. Là, il faut peut-être cette épreuve et ce moment de dérision. Quant au reste, je dirais rire avec des amis. Voilà, ça me semble être un programme. Alors, vous, votre livre, c'est l'homo comicus ou l'intégrisme de la rigolade. On est en plein dans le sujet. C'est un livre décapant, d'ailleurs, aux éditions Mille et une nuits. Géraldine Mühlmann. Le plus difficile, qui constitue souvent un interdit au rire, c'est quand même c'est la souffrance d'autrui. Je dirais que dans Madame Bovary, Flaubert se moque de tout, absolument tout de Madame Bovary. C'est un rire sarcastique, mais il y a un rire, sauf du noyau de sa souffrance. Là, il y a quelque chose, quand même, ça résiste. Alors peut-être que la crème de la crème du rire, c'est d'arriver à faire rire sur la souffrance d'autrui. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que ça constitue souvent un interdit. Et inversement, je vais être un peu plus précise, rire de ses souffrances à soi. C'est un gros travail, mais c'est important. Géraldine Mühlmann, donc professeure et auteur de Histoire des idées politiques au PUF. Vous êtes co-auteur de ce livre, d'ailleurs, qui est un classique. J'ai réédité complètement ce livre, qui est un livre ancien, et on m'a redonné ce bébé pour que je l'actualise. On commence, et je quand le on fait des réécris. études de droit, de Sciences Po, Histoire des idées politiques aux presses universitaires de France. Michel Onfray. C'est comme la liberté d'expression, c'est-à-dire si on commence à mettre une limite à la liberté d'expression, c'est qu'il n'y a plus de liberté d'expression. C'est comme les gens qui sont contre la peine de mort, mais pour dans certains cas. On est contre ou on est pour, et c'est la même chose avec l'humour, il n'y a pas de limite, y compris quand c'est dérangeant. Donc, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a un problème quand le contre-pouvoir devient un pouvoir, et ce pouvoir devient un pouvoir quand il n'y a pas de contre-pouvoir au contre-pouvoir. Oui, mais en même temps d'entendre rire, est-ce qu'il n'y a pas quand même une limite à un moment donné, là, où ça... Mais si on par exemple, y compris sur les handicapés, oui, mais chacun va la mettre. Des sujets comme ça, où oui, on est mais un peu... après ça, on va dire, oui, moi, je veux pas que je suis malade, ou il y a quelqu'un qui près de moi est malade, je veux pas qu'on rie de la maladie. Moi, je suis chrétien, je veux pas que. Je suis musulman, je ne veux pas que. Je suis ceci, pas qu'on rit des philosophes. Donc la règle doit être générale. Le principe
principe, c'est ça. On a le droit de rire ou de se moquer, ou on n'a pas le droit. Et si on commence à laisser entrer la possibilité d'une limitation de ce droit-là, eh bien, c'est problématique. Et il vaut mieux, effectivement, les excès du droit de rire au défaut du droit de rire. Alors vous, je rappelle votre actualité, ce sont 2 livres qui viennent de sortir, les 2 derniers tomes de la contre-histoire de la philosophie, les tomes 8 et 9, où l'on parle notamment de Freud, de Simone de Beauvoir, de Jean-Paul Sartre et de beaucoup d'autres. C'est formidable, très simple, très clair. Michel Onfray, il y a aussi l'abrégé hédoniste, hein, ça c'est aux éditions Librio. Et puis Michel Onfray, Rendre la raison populaire, où vous racontez votre expérience, notamment dans l'Université populaire de Caen. C'est aux éditions Autrement. Merci à tous. Cette émission philosophique est terminée. On se retrouvera le vendredi 22 février à 21h30 pour une nouvelle édition des Grandes Questions. Le 22 février donc à 21h30. Je compte sur vous. À bientôt.